Today is March 16, 2024. We're here to interview Irene Starosta, who is a survivor of the Holocaust. The videographer is Robert Wilson, the interviewer is Esther Andor, and we're doing this interview under the auspices of the USC Shoah Foundation. The interview will be conducted in French. And recording. Bonjour Irène. Bonjour Esther. Merci d'avoir accepté à faire cette entrevue avec nous. C'est un plaisir et j'espère que ça va vous aider un petit Absolument, je suis sûre. Alors, ma première question, c'est si vous pourriez me dire votre nom et votre nom de jeune fille et puis épeler les noms. Oui, d'accord. Alors, je m'appelle Irène Starosta, du nom de mon mari. Mon nom de jeune fille est Irène Rothschild, mais mon père l'appelait SZ. Parce qu'il est né en Pologne, et en Pologne, le SZ est équivalent du CHE. Alors, Rothschild, ça s'appelle comment? Ça, c'est Rothschild, R-O-T-S-Z-Y-L-D. Mais si on veut bien le prononcer, on doit dire Rothschild. Mais comme la plupart des gens ne le savent pas, ils vont le prononcer Rothschild. Voilà. Et Starosta, ça s'écrit, ça s'appelle comment? Pardon? Starosta, ça s'appelle comment? Oui, alors S-T-A. R-O-S-T-A, c'est un nom d'origine russe. Vous êtes née où et quand? Je suis née à Paris, à l'hôpital Rothschild, en 1937, le 25 décembre. Très bien. Ce qui fait que j'ai eu 86 ans le 25 décembre. Arrêtons un peu. Bon, alors je vais commencer un peu à parcourir ce que vous savez de vos grands-parents. Commençons avec les grands-parents paternels. Est-ce que vous connaissez leur nom? Ah, c'est mon frère qui a toute l'information et je crois que je vous l'avais donné, mais de mémoire, je ne m'en souviens pas. Parce que mes grands-parents paternels, je ne les ai jamais connus. Mon père a quitté la Pologne. Et de toute façon, quand il a quitté la Pologne, ses parents étaient déjà morts. Ils n'ont pas été emmenés pendant la guerre dans les camps de concentration, puisqu'ils étaient décédés bien avant la guerre. Tous les deux? Tous les deux, oui. Et mes grands-parents maternels étaient à Paris, puisque ma mère est arrivée à Paris à l'âge de 4 mois. Mais eux, vous savez, je n'ai pas vraiment de souvenirs d'eux, à part les photos que je vous ai montrées, parce que quand ma mère est partie de Paris avec moi et qu'elle a traversé la France pour échapper aux Allemands qui étaient entrés dans Paris et rejoindre la France, la zone libre, j'avais 3 ans et demi. Donc non, j'ai pas vraiment de souvenirs ni d'eux, ni de mes 2 jeunes oncles, les frères de ma mère, qui n'ont pas voulu la suivre. Et c'est ça, ça a été la grande tristesse de ma mère. Et dans un sens, je lui ai sauvé la vie et elle m'a sauvé la vie. Parce que si elle n'avait pas eu d'enfant, elle serait restée avec ses parents et ses 2 frères à Paris. Mais ayant un enfant, elle n'a pas voulu prendre de chance. Donc c'est pour ça que dans un sens, je dis qu'elle m'a sauvé la vie et je lui ai sauvé la vie. Mais même si vous n'avez pas de souvenir personnel de vos grands-parents, est-ce que vous savez par exemple ce que faisait votre grand-père comme métier? Oui, il était joaillier. Il avait son propre atelier? Oui, il avait, oui. Ma grand-mère, je ne pense pas qu'elle travaillait, ou je ne pense pas. Non, je pense pas. Et vous savez où ils habitaient à Paris, à peu près? Quel arrondissement, quel quartier? Oui, ils habitaient dans le 4e arrondissement. Mes parents habitaient dans le 11e. Oui, mais j'ai plus l'adresse exacte, mais je sais que quand je vais à Paris, je passe devant l'endroit où ils habitaient avec mes 2 jeunes oncles. Vous connaissez le nom de ces 2 oncles qui sont... Oui. Ils s'appelaient Henri et Charles parce que quand mon frère est né après la guerre, ma mère a nommé son fils Henri Charles, en souvenir de ses 2 frères. Et qu'est-ce qui s'est passé avec eux pendant la guerre, avec les grands-parents et les 2 frères? Ils ont été pris.
Ils ont été pris à la rafle du Veldiv. J'ai le numéro du convoi parce que, comme vous savez, Klarsfeld a fait un excellent travail pour recenser, et j'ai le livre des enfants juifs déportés de France, un gros livre, où là, il y a le nom du convoi dans lequel ils ont été déportés à Auschwitz. Exactement dans quelles circonstances ont-ils été? Vous savez, il y a tellement de scénarios. On parle de dénonciation, de rafle, enfin bref. À Paris, ils n'avaient pas de chance. Quand les Allemands sont rentrés à Paris, ils n'avaient plus aucune chance. Est-ce que c'était dans la rafle de Veldiv qu'ils sont Oui, pris? ils ont été pris à la rafle du Veldiv. Mais de toute façon, les Juifs étaient recensés. Ils étaient recensés, ils devaient porter non seulement l'étoile, se présenter au commissariat, donner... Oui, oui. Et donc, ma mère a plus eu de leurs nouvelles, et quand, après la guerre, elle a voulu faire des recherches... Vous savez, les Juifs se rendaient à l'hôtel Lutetia. C'était l'endroit où on avait des nouvelles des déportés, de tous ceux qui avaient été emprisonnés. Non, elle a attendu des mois, ils ne sont jamais revenus. Alors, quand est-ce qu'elle a appris qu'ils étaient C'est le temps qui lui a fait comprendre qu'ils ne reviendraient jamais. Personne ne lui a rien appris, mais ils ne sont jamais revenus. Ils ne sont jamais revenus. Est-ce que vous connaissez le nom de vos grands-pères, ou grands-parents maternels? Le nom de famille de ma mère, de jeune fille, est Herschfuss. J'aurais dû appeler mon frère parce qu'il a vraiment beaucoup de renseignements. C'est drôle, il est né après la guerre, il a plus de renseignements que moi parce qu'il a fait beaucoup plus de recherches que moi. Je porte le nom... Je pense que le nom de ma grand-mère maternelle était Sourin, quelque chose comme ça. Non, je ne voudrais pas me tromper et vous donner de fausses informations, mais si vous me l'aviez dit avant, j'aurais fait ma recherche. C'est correct, j'ai les informations, c'est correct. Est-ce que votre père, lui, est-ce qu'il avait des frères et sœurs? Oui. Comme je vous ai dit, il avait perdu ses parents et il était le plus jeune de 4 garçons. Et toute la famille de mon père, tous ses frères, avec leur famille, ont été déportés. Il n'y a eu qu'un seul survivant qu'il a retrouvé après la guerre, qui s'appelait Ruben Rothschild, justement. Et ce survivant, je vous montrerai des photos, nous l'avons retrouvé après la guerre. Et quand nous sommes venus au Canada, alors c'était plus facile de se voir. Mon père voulait qu'il vienne au Canada, mais il était bien aux États-Unis, il a une femme avec 2 enfants, et sa femme, donc ma cousine par alliance, ma cousine germaine par alliance, a fait d'ailleurs pour Spielberg une entrevue, une vidéo que nous avons et qui est très bouleversante. Et elle a été bouleversante surtout pour ma petite fille qui a 14 ans, parce que ma cousine a été déportée à 14 ans à Auschwitz, elle est revenue à 18 ans. Alors elle a fait une entrevue, mais son mari, qui est mon cousin germain, n'a jamais voulu faire. Il n'avait jamais voulu en parler. Vous savez, il y a des personnes qui en parlent et celles qui se ferment complètement. Est-ce que vous savez de quelle ville la famille était originaire, la famille de votre père? Pas Vilnius, mais une autre ville, ça commence par un V, mais je ne me souviens pas. Je pensais que c'était Vilnius, mais mon frère m'a corrigé. Mais c'est aussi une ville très connue en Pologne. Bon, passons à vos parents. Votre Oui. père, il s'appelait comment? Esther. Père. Ah, pardon, mon père, Isaac. On l'appelait Yitzhak, en français on l'appelait Jacques. Et il est né où et quand? Il est né en Pologne et il est né en 1903. Vous savez la ville où il est né, par cœur? Ville où il est né? Non, je ne me rappelle plus. Est-ce que vous savez quelle éducation il avait en Pologne? Oui, il a d'ailleurs eu une éducation
extrêmement religieuse, je dirais racidique. Et ensuite, il a abandonné et il est venu en France. Il a déjà abandonné en Pologne ou juste en Il a France? quitté la Pologne en l'abandonnant, oui. Oui. Et est-ce qu'il travaillait en Pologne avant de venir? Est-ce que vous savez? Non, parce qu'il était avec les racidiques, ils ne travaillent pas. Hein. Ils étudient. Mais c'était un homme qui était extrêmement instruit, éduqué. C'est lui qui m'a introduit à la littérature juive, que c'est grâce à lui que j'ai connu Singer, en fait, qu'il connaissait bien, parce qu'il l'avait rencontré à Miami à la bibliothèque, et il me disait qu'ils bavardaient ensemble. Il est venu en France, et pour lui, la France, c'était un pays vraiment non seulement la liberté, mais aussi sur le plan intellectuel, il était très stimulé. Pourquoi il a choisi la France? Est-ce qu'il a jamais discuté ça avec vous? Non, il ne l'a pas discuté. Non, honnêtement, on en a. Vous savez, ce que je regrette beaucoup, dans un sens, c'est de ne pas avoir parlé avec mes parents. J'ai énormément de regrets de ne pas avoir parlé avec mes parents. Et c'est bien dommage, parce que... Mais il faut dire qu'après la guerre, mes parents ne parlaient pas beaucoup. Ils ne parlaient pas, en fait. Je me souviens que vous m'avez dit qu'il avait un premier mariage en Pologne. Racontez un peu ce que c'était. C'est-à-dire que, vous savez, je me sens mal d'en parler parce que je l'ai appris après sa mort. Je ne le savais pas avant. Je vous ai dit, on l'a appris, mon frère et moi, ma sœur, mon frère et moi, après sa mort, par mon cousin qui était en vie à ce moment-là. Oui, parce qu'il avait fait un mariage très pieux, il était racidique et tout, et il avait eu même une fille. Et sa femme, il lui a donné le guet, et sa femme, ainsi que cette petite fille, qui serait âgée, moi j'ai 86 ans, elle aurait peut-être 91, 92, quelque chose comme ça, a été déportée. Elle était dans le... Mon cousin les a vus au ghetto de Varsovie, parce que lui, il y était aussi. Et ensuite, elles ont été déportées. Quand est-ce qu'il est arrivé à Paris, à peu près? À peu près. Mes parents, je suis née en 37, mes parents se sont mariés en 36. Il a dû arriver au début des années 30. À la fin, oui, à peu près, 28-30. Et à Paris, qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Alors, il avait un atelier et il fabriquait des imperméables, des capes pour la police, vous savez. Et il avait son atelier qui était situé 35 rue Pastourelle. J'y passe des fois et maintenant c'est un bureau de poste. Et il l'avait d'abord à la maison et ensuite il l'avait là-bas. Qui étaient ses clients? Qui étaient ses clients? Ben, les policiers. Il faisait beaucoup, mais comme je vous dis, il faisait des imperméables, mais surtout beaucoup de capes de police. Oui. Est-ce que vous connaissez l'histoire de comment il a rencontré votre mère? Non. Maintenant, vous me posez la question, c'est bizarre. Non. Je ne pense pas que c'était un mariage arrangé, vous savez, où il y avait eu... Non, c'est drôle. Voyez-vous, c'est comme je vous dis, j'aurais dû poser beaucoup plus de questions, ce que je n'ai pas fait, ce qui est bien dommage, et c'est un peu tard, malheureusement. Alors, passons à votre mère. Elle s'appelait comment? Esther. Et son nom de jeune fille? Herschfuss. Et elle est née où en Pologne? Est-ce que vous savez? Non. Mais elle est venue, comme je vous dis, elle avait 3 mois en France. Elle est née en quelle année? Elle est née en 1918. Ah, elle était beaucoup plus jeune. Oui, mon père avait 14 ans de plus qu'elle. Eux, ils parlaient quelle langue entre eux? Entre eux, ils parlaient le yiddish. Mais ils parlaient un excellent français, surtout ma mère, puisqu'en fait, elle a fait ses études en France.
Et c'était une femme extrêmement intelligente. Je peux vous assurer que même avec un certificat d'études, j'ai des lettres où il n'y a pas une seule faute d'orthographe, et elle avait un style absolument, comme on dit, un peu empoulé, c'est-à-dire extrêmement, vous savez, quand elle m'envoyait des cartes d'anniversaire, c'était surtout très élaboré, très fleuri. Euh, oui. Et j'imagine, parce que j'ai fait vite les calculs, elle avait 18 ans quand vous êtes née. Elle avait 19 ans. Nous avons, ma mère et moi, 19 ans de différence. Alors, exactement. elle était assez jeune quand elle s'est mariée. Absolument, elle avait 18 ans. Ouais. Et J'imagine mon père, 32. qu'elle n'a pas travaillé avant, mais qu'est-ce qu'elle faisait après? Après, elle a travaillé avec mon père. Quelle partie du Elle travail? cousait les boutons. Est-ce que jamais est-ce qu'ils vous ont raconté un peu de leur vie avant la guerre, où ils habitaient, leur appartement, leurs amis, la vie sociale? Je me rappelle leurs amis, parce que le dimanche, après la guerre, je me rappelle que nous allions à Belleville, je pense. Ils avaient des amis, oui. Ils sortaient beaucoup, oui. Oui, ils aimaient sortir, ils avaient des amis. Avant la guerre, je ne sais pas grand-chose, puisque comme je vous dis, j'ai pas eu, malheureusement, ça s'est pas fait. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que quand on est jeune, on pense que ces choses-là ne sont pas importantes et qu'on a toujours le temps. Et c'est une fois que ces personnes-là qu'on aime sont parties, qu'on se dit, mais j'aurais pu passer plus de temps davantage à parler. Mais quand on est jeune, c'est pas qu'on s'en fiche, mais on est plus tourné vers le futur que vers le passé. C'est quand on vieillit qu'on est tourné vers le passé, parce qu'on n'a plus de futur. Ben, les amis qu'ils avaient après la guerre, est-ce que c'était peut-être les mêmes amis qu'ils avaient avant la guerre? Oui, qu'ils avaient avant. Certains ne sont jamais revenus, évidemment, mais ils en avaient. Je me rappelle de monsieur et madame Semaine, qui étaient venus au Canada, justement, et on avait fêté ensemble les 75 ans de mon père, chez moi. J'avais fait un repas. Il y en avait d'autres, je ne me souviens plus. Est-ce qu'ils étaient plutôt des amis juifs? Oui, oui. Ils avaient des connaissances catholiques, mais c'était pas vraiment... non, ils n'avaient... À ma connaissance, ils n'avaient pas d'amis non juifs qui fréquentaient... non. Et les amis juifs, est-ce qu'ils étaient aussi des amis issus de la Pologne, ils parlaient le yiddish entre eux? Oui, ils parlaient, oui. D'ailleurs, mon père avait un ami très intime qui s'appelait Monsieur Mellman. Et Monsieur Mellman est venu à Paris avec sa femme et sa fille. Et au moment de la guerre, Monsieur Mellman a dit à mon père, on ne devrait pas rester. Et il avait eu l'occasion, et mon père avait eu l'occasion de partir aux États-Unis. Mais ma mère n'a pas voulu laisser sa famille, donc mes parents sont restés. Mais Monsieur Mellman et sa famille sont allés à New York. Ils ont pris le dernier bateau qui les a amenés à New York, et ils ont échappé à la guerre. Et on les a revus après à New York, où on les voyait, mes parents les voyaient quand ils allaient en Floride. Mais ils auraient eu l'occasion, mes parents. Mais encore une fois, ma mère ne voulait pas laisser. Elle était jeune, n'oubliez pas. Donc, ils sont restés. Et lui, il est parti. Vous avez dit que votre famille, avec vous, habitait dans le 11e avant la guerre. Quelle sorte d'arrondissement c'était le 11e avant la guerre? Est-ce que vous savez? Il y avait beaucoup de juifs dans le 11e, aussi dans le 3e, où mon mari, en effet, est né dans le 3e. Il est né près du musée Picasso, rue de Torigny. Nous, on habitait près du boulevard Voltaire, où il y avait le Bataclan. Je ne sais pas si vous avez entendu le nom du Bataclan. C'est là qu'il y avait eu cette tragédie horrible. Et on habitait passage Saint-Pierre-Amelot, qui est juste à côté du boulevard Voltaire. Il y avait pas mal de juifs à cette époque, mais il y en avait beaucoup plus dans le 19e arrondissement, le quartier de Belleville. Est-ce que ça c'était proche? Non, c'était un peu plus éloigné. L'appartement que vous habitiez avant la guerre, est-ce que c'est l'appartement que vous avez retrouvé après? Oui. Alors peut-être vous pouvez quand même me décrire l'appartement. Oui, absolument. C'est d'ailleurs dans cet appartement que mes parents qui sont arrivés, tout était vidé. La concierge en avait profité pour prendre des chandeliers en argent. Enfin bref, je vous passe les détails. Non, passez pas, s'il vous plaît.
Donnez-moi les détails, même si on va Bah, revenir. c'est-à-dire que l'appartement avait été vidé. Et les deux choses, c'est ces deux photos qui traînaient par terre que je vous ai montrées tout à l'heure. C'était un appartement qui se composait, quand on entrait, d'une grande pièce qui servait d'atelier à mon père. Dans cette grande pièce, vers la droite, il y avait les toilettes, donc les cabinets de toilettes. Après la grande pièce, il y avait la cuisine qui était un peu en longueur. Et ensuite, il y avait une porte qui menait à un petit couloir où il y avait une salamandre, vous savez, pour chauffer l'appartement. À droite, il y avait une pièce, c'est là que je dormais avec ma sœur après la guerre. Et au fond, il y avait la chambre de mes parents où il y avait mon petit frère qui dormait avec eux. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y avait de l'eau courante dans l'appartement? Oui. Et l'eau chaude aussi? Oui, je pense. Je me souviens pas, mais je pense que oui. Mais il n'y avait pas de cabinet de toilette, il y avait juste des toilettes. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il n'y avait pas de salle de bain? Non, c'est ça, il n'y avait pas de salle de bain. C'est-à-dire on allait aux toilettes et quand on voulait se laver, brosser les dents, il fallait aller à la cuisine, à l'évier de la cuisine. Qu'est-ce que vous avez eu comme chauffage? Ben, comme je vous dis, je me rappelle d'une salamandre. Vous savez ce que c'est une salamandre? Je devrais regarder dans Google pour vous définir. C'est un poêle, en quelque sorte, qui chauffe la maison, qui chauffait la maison. Et ça se chauffe avec quoi? Avec du bois. Voilà. Vous avez dit que le concierge a pris tout ce qu'il y avait dans l'appartement. Comment vos parents ont reçu qu'il a pris l'argenterie? Est-ce qu'ils l'ont revu? Il n'y avait plus rien, d'accord, quand ils sont rentrés, d'accord. Donc, par des connaissances, des voisins qui étaient autour, et non seulement ça, c'est parce que ma mère, quand elle est entrée une fois chez le concierge, a vu des choses qui lui appartenaient. Est-ce qu'elle a jamais redemandé? Non, elle n'a pas voulu, vous savez, qu'est-ce que c'est qu'ils auraient dit? Vous savez, quand vous avez des gens malhonnêtes, ils vont pas dire je m'excuse, voilà. Et les meubles aussi, les meubles linge, tout a disparu? Je sais pas ça. Mais tout avait été. Alors maintenant ça, peut-être c'était aucune idée. Vous avez dit que vos parents aimaient sortir avec les amis. Quelles étaient les activités qu'ils ont faites? Même si c'est après la guerre que vous connaissiez. Pas grand-chose. Ils se promenaient sur les grands boulevards. Ils rentraient dans un café. C'est tout. Rien de particulier. Cinéma, théâtre, des Ils allaient culturels. parfois, oui, au cinéma, oui, au théâtre. Mais ce qu'ils aimaient surtout, comme je vous dis, c'est se promener et s'arrêter à une terrasse de café. Alors, la guerre commence en 1939. C'est quand votre vie ou la vie de votre famille change en France? C'est-à-dire que je pense qu'elle a commencé à changer dès que les Allemands sont rentrés dans Paris. Et que ma mère est partie avec moi dans les bras. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre père? Mon père était dans l'armée. Donc, après la signature de l'armistice, tous ceux qui ont été dans l'armée étaient envoyés dans les camps de travail en Allemagne. Mais mon père a compris qu'en Allemagne, c'était pas bon pour lui. Donc il s'est enfui. Et ce que je ne sais pas, et voyez-vous, c'est pour ça que je regrette de ne pas avoir posé plus de questions, comment a-t-il rejoint ma mère qui se cachait dans le sud de la France? Mais il l'a fait. Et c'est là qu'ils sont demeurés pendant toute la durée de la guerre, cachés dans un endroit qui s'appelait Arquette-en-Val, qui était pas loin tellement de l'endroit où moi je me trouvais cachée avec monsieur et madame Armand. J'ai lu, je ne sais pas si vous m'avez dit ou j'ai lu dans votre petite autobiographie que votre père était démobilisé comme malade à Perpignan. Ça, c'est quoi cette histoire? Oui, parce qu'il s'est fait démobiliser et, en prétendant qu'il ne pouvait pas, ou je ne sais pas, et donc après la guerre, après la signature de l'armistice, on l'a démobilisé et il n'est pas parti en Allemagne et il s'est donc enfui, il s'est caché, et comme je vous dis, où je ne sais pas, c'est le trajet qu'il a fait pour rejoindre ma mère. C'est là que j'ai pas d'informations.
parce que malheureusement, je ne lui ai pas posé les questions qu'il fallait que je lui pose pour le savoir. Après le départ de votre père Oui. dans l'armée, qu'est-ce qui se passe avec vous et votre mère? Alors, ma mère est descendue dans cette ville, à Carcassonne. Vous savez quand? Eh bien, elle a quitté Paris. Les Allemands sont entrés en Paris en 40, je Mai pense. 40. Mai 40. Elle est partie tout de suite après. D'accord? Donc, elle est arrivée, moi, en 40. Je suis née fin 37. J'avais 2 ans et demi, 3 ans. Donc, on est arrivé à Carcassonne, qui est une ville très célèbre. À l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, mais de nos jours, c'est un endroit plein de visiteurs à cause du château fort. Hein. C'est il y a un très beau château fort à Carcassonne. Et elle est arrivée là, et grâce à l'aide de 2 personnes, et je me souviens des noms, Madame Pujol, une institutrice d'école, et Monsieur Guillem, avec qui mes parents ont correspondu même quand on est arrivé au Canada, qui était à la préfecture. Lui, il a procuré à ma mère une fausse carte d'identité, et Madame Pujol s'est occupée de moi. Et elle m'a dit, il y a un couvent où là, il y a des enfants juifs, et c'est un endroit qui est sécuritaire pour votre fille. Donc ma mère m'a laissée au couvent. Et elle, avec sa nouvelle carte d'identité, est allée se cacher à un endroit que Madame Pujol lui a recommandé, qui est un petit patelin, tout petit, qui avait pas bon, Arquette, qui est pas loin de là, et c'est là que mon père l'a rejoint. Moi, j'étais au couvent, mais bientôt, toute la France a été occupée, comme vous le savez. En 42, novembre 42. Exactement. Donc, c'était plus sécuritaire au couvent, parce que tous les couvents étaient accusés de cacher les enfants juifs. Et c'est là que monsieur et madame Armand sont venus me chercher et m'ont adopté. Enfin, ils m'ont pas adopté légalement, mais disons qu'ils m'ont adopté. Et pour leur entourage, ils disaient que j'étais leur nièce. Voilà. Ils n'avaient pas d'enfants. Et c'est là que j'ai vécu, non seulement pendant la durée de la guerre, mais aussi après la guerre, puisqu'après la guerre, ma mère a donné naissance à ma sœur. Ensuite, elle a donné 1 an après naissance à mon frère. Et c'est uniquement quand mon frère avait 6-8 mois que je suis retournée à Paris chez mes parents. Bon, on a couru un peu en avant. Oui. Quand vous êtes partie de Paris avec votre mère, est-ce qu'elle voulait pas que sa famille aille avec vous? Pardon? Quand vous êtes partie Oui. de Paris, est-ce que votre mère voulait pas que ses Oui, parents... bien sûr, bien sûr. Elle leur a supplié. Et comme je vous l'ai expliqué, ils n'ont pas voulu, parce qu'ils disaient « nous sommes français, on nous fera rien ». Parce qu'ils étaient naturalisés français, eux. Ils étaient naturalisés? Oui, oui, oui. Alors on nous fera rien. Et malheureusement, et n'oubliez pas, leurs 2 fils étaient nés en France. Les 2 frères de ma mère qui étaient beaucoup plus jeunes qu'elle. Ils étaient nés en France, donc ils étaient français. Donc ils n'ont pas voulu la suivre. Et comme je vous l'ai dit, ayant un enfant, elle a dit, moi je m'en vais. Mais n'ayant pas eu d'enfant, ça je le sais, elle me l'a dit, elle serait restée avec eux. Est-ce que vous savez comment elle a fait le trajet de passer la ligne de démarcation de la France occupée jusqu'à la zone libre? Ça, je ne sais pas, mais ça devait être pas mal difficile et j'ai absolument aucune idée. Mais je sais qu'elle a fait le trajet, certains l'ont pris en voiture, à pied, enfin ça a été un long périple. Mais elle était jeune, en très bonne santé, elle avait 19 ans. Mais quand même, elle avait avec elle aussi un petit enfant. Oui. Ouais. Ah oui, oui, puisque comme je vous dis, je suis née le 25 décembre 37, on va dire fin 37, presque 38. Alors regardez, 38, 39, 40, 3 ans et demi. Si vous êtes arrivé déjà en 40 dans le sud, à Carcassonne, ça veut dire que vous avez passé 2 ans au couvent. Est-ce que c'est correct? À peu près, oui. Quels sont vos souvenirs de ce couvent? Ah, de très bons souvenirs.
J'adorais la messe, j'adorais, que j'ai continué à aimer après quand je suis allée à la messe après. Je rêvais de faire ma première communion en blanc et tout ça. Non, j'aimais la manière dont... Non, j'ai adoré. J'ai adoré, c'était très bien, j'étais gâtée aussi. Mais vous parlez maintenant de la famille Armand. Non, mais Ouais, je parle aussi du couvent. Du couvent. Oui, non, j'aimais beaucoup ça. Est-ce qu'il y a des religieuses en particulier dont vous vous souvenez qui Non. étaient avec vous? Non. Mais je sais que c'était un endroit plein de douceur et de chaleur. J'ai pas eu la même expérience que certaines de mes amies. Qui étaient les autres enfants cachés? Est-ce que vous souvenez des enfants qui étaient avec vous? Non, je me souviens pas tellement, pour vous dire la vérité. Parfois, j'en rencontrais dans la cour, vous savez, mais on n'était pas trop ensemble. Ils nous avaient un peu éparpillés. Vous savez, ils avaient essayé de ne pas trop nous grouper ensemble, peut-être parce qu'ils avaient peur. Alors on se voyait, mais pas trop. Pas trop. Et vous restiez où? Vous aviez une chambre ou vous restiez avec une religieuse? J'ai un dortoir. Il y avait un dortoir et on était plusieurs enfants, mais dans ce dortoir pour la nuit simplement. Après, on était un peu séparés pendant la journée, si mes souvenirs sont bons. Et c'était quoi votre, disons, Le quotidien journalier, oui? Je ne me rappelle plus très mal. Juste ce que vous rappelez. Donc ce que je me rappelle, c'est qu'on allait à l'église. Moi, j'aimais ça. C'était très beau. Il y avait l'encens ça sentait bon. Et puis, il y avait les chants. Voilà, on m'avait mis. Je pense qu'on m'avait appris à chanter. Il me semblait que j'étais dans une chorale ou quelque chose comme ça. Mais j'avais 4 ans. Je ne me rappelle plus tellement. Et l'église, aller à l'église, ça se produisait plusieurs fois par jour? Non, une seule fois. On n'allait pas on allait juste aux vêpres. Vous savez, il y a l'église le matin, les vêpres, et le soir, l'après-midi, les vêpres. La nourriture. Quels sont vos souvenirs de la nourriture ou des je me souviens vraiment pas de la nourriture, mais je me souviens que j'avais pas faim. Donc ça veut dire que je devais bien manger. Il me semble. J'avais pas faim. Est-ce que vous avez de souvenirs des situations dangereuses dans le couvent? Pas dans le couvent du tout. Mais chez Monsieur et Madame Armand, oui. Mais pas dans le couvent. Non, absolument pas. Quelles sont les situations dangereuses dont vous vous souvenez chez les Armands? Vous pouvez me raconter? Quand un jour, parce qu'après, comme je vous dis, toute la France était occupée, comme je l'appelais, mon tonton avait dû entendre que peut-être il allait avoir, vérifié ou quoi, que les Allemands allaient dans les maisons, je ne sais pas trop quoi, mais il a décidé de me mettre dans la cave. Vous savez, chaque personne qui habitait dans cet appartement avait à la fois une chambre de bonne en haut et une cave. Et il m'a mis dans la cave et comme j'étais toute petite, il avait peur, il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je vais te mettre un petit bandeau », là, il m'avait mis, mais il était très tendre et tout, je viens de chercher, mais surtout, et je pleurais, et j'avais ce truc-là, et comme je l'ai dit dans, je ne sais pas trop où, dans le livre ou dans ce que j'ai écrit, ça m'a laissé un peu un traumatisme, parce que quand la nuit vient, moi, il faut que j'allume les lumières, j'aime pas une maison sombre. Parce qu'il n'y avait pas de lumière dans la cave? Non. C'était comme vous étiez dans le... Il n'a pas voulu, non. C'était vraiment... Bon, il y avait un filet de lumière qui venait, je ne sais pas quoi, mais c'était très sombre. Non. Et j'avais très peur. Je ne suis pas restée longtemps, mais vous savez, une petite fille c'est des choses qui marquent un enfant. Hein. Et ça, c'est arrivé juste une fois? Une fois, oui. Et il ne vous a jamais expliqué plus tard ce qui s'est passé, pourquoi vous deviez vous cacher dans la cave? Non, mais je pense que, je ne sais pas pourquoi, vous savez, les Allemands, des fois, faisaient des descentes dans les maisons. Alors, je pense que c'est ça qui est arrivé. Mais il ne m'a jamais vraiment dit, peut-être qu'il ne voulait pas, disons, me traumatiser plus, je ne sais pas. Mais c'est la seule fois. C'est la seule fois. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il ne m'a pas envoyé à l'école. J'avais trop peur. Donc j'avais un professeur privé, mademoiselle
comment elle s'appelait déjà? Je me rappelais son nom, puis là, brusquement, il m'échappe. Redonné. Et j'allais chez elle. Et lui, de toute façon, était directeur d'école. Alors, il m'éduquait aussi, donc j'avais pas de problème scolaire. Et très vite, même avant l'âge de 5 ans, on m'a appris à lire et tout ça. En retournant juste un peu une question, quand vous êtes séparés de vos parents pour aller au couvent, des souvenirs de ressentiment, si vous étiez, Non, vous aviez 3-4 je me ans. rappelle avoir pleuré beaucoup au couvent. Mais vous savez, mais ensuite non. Ensuite, quand Monsieur et Madame Armand sont venus me chercher, non. Et comme je vous dis, si je me rappelle d'une chose, c'est la première nuit que j'ai passée chez eux. Ils avaient mis un petit lit dans leur chambre. Et au milieu de la nuit, je me suis réveillée, c'est drôle comme ça m'est resté, en disant « Madame, j'ai envie de faire pipi ». C'est marrant, je me rappelle de cette phrase. Et je l'appelais Madame à ce moment-là. « Madame, j'ai envie de faire pipi ». C'est drôle, je me rappelle de cette phrase, c'est tout. Vous savez, il y a comme ça des trous, puis des morceaux de choses qui... Mais pourquoi ça? J'en sais rien. Pourquoi je me rappelle? Parce que c'était la première nuit, peut-être. Peut-être c'était la première nuit, je ne sais pas. Mais je vous le dis parce que je sais que j'ai dit ça. Et je me rappelle de la chambre, parce que c'était une très grande chambre. Il y avait leur lit, le petit lit qui était vers la gauche, à côté d'une énorme armoire à glace, où j'aimais me regarder. Vous savez, ces énormes armoires à glace dans le temps. Et pas loin, il y avait le cabinet de toilette, où il y avait un bidet. Oui, alors quand je suis rentrée à Paris, ça faisait changement. Il y avait un bidet, il y avait un lavabo, il y avait comme une petite douche, c'était le grand luxe. C'était tous dans la chambre à coucher? À côté, il y avait une porte, un peu comme là, dans ma chambre, j'ai une porte qui donne dans une petite salle de bain, avec une douche et une baignoire. Bon, ben là-bas, c'était pareil. C'était une porte, on ouvrait, c'était un cabinet de toilette. On appelait ça un cabinet de toilette. Parce que les toilettes n'étaient pas là. Elles étaient dans l'entrée. C'est séparé. En France, on sépare les cabinets de toilette de la toilette. Mais le bidet était dans le cabinet de toilette? Exactement. Mais pour faire vos besoins, il y avait un cabinet ou les toilettes, appelez-le ce que vous voulez, qui était ailleurs, dans l'appartement. Vous avez dit que vous aimiez être au couvent. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous donnait disons, le type de chaleur physique dont un petit enfant a besoin? Je pense pas. Je pense que je me rappelle de visages de sœurs qui étaient très aimables et très. Mais vous savez, on ne leur apprend pas à démontrer des gestes physiques d'affection. Alors donc, je pense pas que j'en ai eu. Mais par contre, j'en ai eu de Monsieur et Madame Armand. Yeah. Et la question m'échappe. Ah oui, je sais. Pour en finir avec le couvent, est-ce que vous avez des souvenirs marquants qui vous sautent dans la mémoire quand vous pensez à ce couvent, ou bien bons souvenirs ou bien mauvais souvenirs? J'ai aucun mauvais souvenir, et j'ai de bons souvenirs dans le sens que c'était une havre de paix. Je sentais, vous savez, la tranquillité, la sécurité, voilà, je pense que c'est le mot. Même si j'étais toute petite, je me sentais protégée, voilà, je me sentais protégée, définitivement. Il y avait un sentiment de protection. Est-ce que ça venait de la religion catholique ? Est-ce que ça venait des sœurs qui, même si elles ne manifestaient pas leur affection d'une manière physique en venant m'embrasser ou des choses comme ça, je me sentais en sécurité, je me sentais protégée, je sentais que j'étais bien, parce que je mangeais bien, on s'occupait bien de moi, je jouais en fait, on essayait de me donner des moyens des jouets, vous voyez ce que je veux dire? J'étais très bien, non,
Je pense que vraiment, certains couvents en France ont fait de leur mieux pour aider les enfants juifs. Vous savez, il y a toujours dans un pays ce qu'on appelle les bons, les méchants et les indifférents. Ceux qui font rien, ceux qui font du mal et ceux qui font du bien. Et au couvent, c'était du bien. Et avec mon tonton et ma tantine, c'était plus que du bien. Vous savez quel ordre religieux c'était, le couvent? Oui, oui, c'est catholique, absolument. Non, non, mais je veux dire le nom du couvent ou le nom des religieuses. Je ne me rappelle plus. Je crois que je l'avais avant, mais je ne me rappelle plus. Est-ce que les sœurs faisaient quelque chose en particulier, comme de la Non, oui, je comprends. Oui, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je les ai jamais vues travailler, disons comme les bénédictins qui font la liqueur ou des choses comme ça. Non, je me souviens pas. Vous savez, finalement, j'avais quand même que 4 ans, 5 ans. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est très dur. Vos parents sont jamais venus vous voir? Non, mais mon tonton, Monsieur Armand, m'a emmené chez eux à Arquette plusieurs fois les voir. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était pas trop loin de Carcassonne. Donc ils m'ont emmené les voir. Et à un certain moment, je pense qu'on a trouvé mieux que de ne pas bouger de trop. Mais je les ai vus plusieurs fois, oui. Quels sont vos souvenirs de ces rencontres-là pendant la guerre avec vos parents? Oh, ça m'a laissé aucun souvenir. Les seuls souvenirs que j'ai, je vous ai dit, c'est à propos de Monsieur et Madame Armand, chez qui j'étais. Mais mes parents, je n'ai aucun souvenir d'eux pendant la guerre. Mais vous saviez quand même. Mais je savais qu'on y allait. Et par contre, ce que je sais aussi, c'est que j'avais une hernie. Vous savez ce que c'est qu'une hernie? Bon. Et une fois, j'étais allée, mon tonton et ma tantine m'avaient emmenée, et mon père, mon hernie était sortie, et mon père me l'avait rentrée. Et à partir de ce moment-là, j'ai dû porter un bandage. Vous savez, les hernies qui se trouvent là, j'ai dû porter un bandage. Et je me rappelle mon père qui me l'avait rentrée. C'est tout. Et je me rappelle aussi que mon tonton et ma tantine m'ont emmenée à l'hôpital pour me faire opérer des amygdales. C'était mon premier séjour, j'avais jamais été dans un hôpital. Ça, je m'en souviens. Et j'étais ravie parce qu'il fallait manger de la glace. Après avoir été opéré des amygdales, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais je trouvais ça formidable. Moi aussi. C'est vrai, oui. Donc, vous voyez, ça, je me rappelle. Parce que c'était la première fois que j'allais dans un hôpital. Ils vous ont laissé là? Non, non, je ne suis pas restée longtemps, je ne me rappelle pas, mais je me rappelle que c'était agréable parce que je devais manger de la glace. Donc, ils sont... Décrivons-moi un peu ce couple, Monsieur et Madame Armand. Déjà, c'est quoi leur nom leur nom, pas leur nom de famille. Alors, Monsieur Armand s'appelait Vincent et Madame Armand, son nom de jeune fille, c'était Adrienne Chêne. C-H-A-Y-N-E-S. Elle était un professeur de piano assez renommé, parce qu'elle avait obtenu le premier prix au Conservatoire de Toulouse. Et ma sœur étant pianiste, quand je suis retournée à Carcassonne, mon tonton m'a donné tous ses livres de musique que j'ai donnés à ma sœur, qui était ravie. Et lui était directeur d'une école de garçons à côté. Décrivez-les, comment ils étaient. Alors, elle était très fine. Elle était un peu, elle était très coquette aussi. Lui, j'ai une photo de lui, j'espère que peut-être je la retrouverai, parce qu'il a fait la Première Guerre mondiale. Il était officier, alors j'ai une photo de lui assis, très impressionnant, massif. Vous voyez ce que je veux dire? Très impressionnant, très, très impressionnant. Mais en même temps, cet homme qui paraissait, disons, sévère et tout, était très doux, très tendre. Très, très tendre. Et elle, de caractère, comment elle était? Elle aimait me gâter. Pour elle, j'étais un peu comme une poupée. Voyez-vous, ils n'avaient jamais eu d'enfant. Et, enfin, je devrais peut-être pas le dire, mais j'étais une très jolie petite fille. Enfin, tous les enfants sont beaux, vous me direz, mais je pense qu'elle trouvait magnifique et alors j'étais vêtue comme une princesse. Alors elle aimait m'acheter des vêtements, m'habiller, me coiffer avec des boucles. Vous savez, les Anglaises, là. Alors, pour elle, j'étais comme
pas comme un jouet, faut pas exagérer, mais c'était agréable, surtout que c'est mignon, une petite fille qui a 4 ans. Et si elle est pas et si elle est jolie en plus, alors donc ça, ouais. Mais mais disons, j'étais très bien, elle était gourmande et moi aussi. Alors on allait au salon de thé, elle m'emmenait, on mangeait des gâteaux. Vous savez, les salons de thé, les pâtisseries en France, il y a aussi un endroit qui fait salon de thé. Et là, vous prenez des gâteaux, des chocolats chauds, etc. Alors on y allait surtout après la messe. Et mon tonton n'était pas très content parce que ça coupait l'appétit, mais nous, parce que lui, il faisait la cuisine le dimanche. Le reste du temps, on avait une cuisinière, puis on avait une couturière qui venait pour réparer ou des choses, et elle avait une repasseuse aussi, parce qu'elle faisait rien, elle. La maison, c'était pas son truc, hein. Et c'est qui faisait le ménage alors? Alors, elle avait une femme de ménage. Elle avait une cuisinière, une couturière, une repasseuse, une femme de ménage. Et donc, et le dimanche, c'est lui qui faisait la cuisine pendant que nous, on était à la messe. C'est bien. Est-ce que aucune de ces femmes habitait dans l'appartement? Non, elle venait. Non, personne n'habitait l'appartement. Décrivez un peu cet appartement. Vous avez déjà décrit la chambre à coucher. Alors voilà. Alors on entrait, il y avait une grande entrée avec un très beau meuble, et à côté il y avait une porte, et là c'était les toilettes dans l'entrée. Ensuite à droite, il y avait le salon où elle donnait ses leçons de piano. Très beau salon. Beaucoup plus loin, après, on trouvait un corridor et il y avait la cuisine en longueur. Maintenant, de l'autre côté de l'entrée, donc il y avait d'un côté un salon pour quand elle recevait du monde, et ensuite la salle à manger. Et à la salle à manger, il y avait un petit balcon qui donnait sur les jardins de la préfecture. On habitait rue de la République au 13. Et là, je m'étais souvent là, parce que j'aimais beaucoup les jardins de la préfecture, et j'apportais mes poupées, mes trucs, mes machins, pour jouer. Et donc, il y avait cette salle à manger, où on recevait du monde, le salon d'apparat, magnifique, avec meubles style Louis XV, enfin bref, très, très joliment décoré. Et donc, et ensuite, comme je vous dis, leur chambre, avec moi je dormais dans leur chambre. J'avais le petit lit là. Et tout au long de vos années là-bas? Tout au long de mes années, oui. Oui, oui. Qui étaient les étudiants, les élèves de Madame Armand? Alors, c'était les élèves qui avaient, disons, de ses connaissances, je ne sais pas. Elle était connue parce que tous les ans, elle faisait un récital. Elle louait à la préfecture une grande salle. Et là, il y avait un récital de piano. Et je sais qu'elle se faisait payer parfois par de la nourriture, parce que c'était pendant la guerre, et très souvent. Alors des fois, les élèves payaient, surtout celles qui venaient, disons, plus de la campagne ou quoi, avec la nourriture. Alors on mangeait très bien. Très très bien. Qui étaient les amis? Vous avez dit qu'il y avait un salon pour recevoir du monde. Oui. C'était qui leur cercle d'amis? Finalement, quand j'y pense, j'ai pas tel vu des gens à la salle à manger ou au salon. Mais par contre, je sais que très souvent, le dimanche après-midi, après le déjeuner de midi, nous allions prendre le café dans un petit café qui n'était pas loin d'ailleurs de la cité de Carcassonne. Et là, il rencontrait des amis qui avaient une petite fille de mon âge avec qui je jouais. Et dans la rue, souvent, ils saluaient des amis. Mais je n'en ai pas vu tellement chez eux, maintenant que j'y pense. Mais vous savez, on reçoit moins en France à l'intérieur, et on rencontre très souvent les amis à l'extérieur, au café. Ça, en Amérique, c'est différent. Pourquoi? Parce que je pense qu'en Amérique, d'abord, on a de plus grands appartements, d'accord, et le climat aussi. Hein? Quand il fait froid, vous préférez dire à quelqu'un « viens chez moi » plutôt que de le rencontrer dehors.
alors que c'est pas le cas en Europe. Donc ils voyaient leurs amis plutôt à l'extérieur. Et mes parents aussi, très souvent, ils voyaient à l'extérieur. Quel était disons, votre quotidien, tous les jours? Disons, tous les jours de la semaine et puis tous les jours du week-end. Vous avez déjà parlé de l'église et de... Oui, alors le dimanche, après aller à la messe, on allait, comme je vous dis, rencontrer des amis. Moi, je jouais avec une fillette qui s'est noyée. J'ai appris une fois, elle était allée avec ses parents quelque part. Elle a voulu sortir pour faire pipi. Elle a voulu faire pipi. Il y avait comme un lac, une rivière. Elle est tombée dans la rivière. C'était... Oui, ça j'en ai gardé un souvenir assez pénible. Ça m'avait, parce que quand on m'a dit qu'elle était décédée. Et donc, le dimanche passait rapidement. Le reste du temps, j'avais des leçons de danse, des leçons de piano et des leçons particulières. Et très souvent, je jouais. À quoi je jouais? Bon, j'avais des jouets, mais ce que j'aimais surtout, c'était les catalogues de mode qu'elle recevait. Parce que je découpais les personnages avec les habits, alors je m'amusais. J'arrivais à m'amuser toute seule. J'ai appris à m'amuser toute seule. Vous savez, je vivais une époque où les enfants s'ennuyaient. Ça n'existe plus de nos jours. Il faut occuper les enfants 24 heures par jour. Et peut-être que ça serait intéressant si on les laissait s'ennuyer un peu, ça développerait leur imagination, ce qu'on ne fait pas. Donc moi, j'ai développé des moyens de jouer avec moi-même, sans forcément avoir toujours quelqu'un à mes côtés. Est-ce que vous disiez que vous jouez souvent seul. Est-ce Oui. que vous aviez des petites amies avec qui jouer? Il y avait l'enfant d'une voisine, mais pour vous dire la vérité, je jouais souvent seule. Oui. Est-ce qu'il y avait une raison pour ça? Pourquoi il ne voulait pas? Il voulait pas trop. N'oubliez pas, moi je vous parle pendant la guerre. Hein. Il voulait pas trop que je sorte, non. Alors non, j'avais pas tellement. Non, pas du tout. N'oubliez pas, j'allais pas à l'école. Je pouvais pas avoir d'amis tellement. Il y avait l'enfant d'une des voisines, oui, c'est tout. Mais comme je vous dis, j'ai appris, et je m'en souviens avec ces catalogues, près de la fenêtre, je me mettais, et je découpais ces personnages, et puis je m'occupais seule, vraiment. Les leçons pendant la semaine, c'était le matin, en après-midi, toute la journée? Comment ça se déroulait? Ah bon, c'était en général tous les matins. Et l'après-midi, c'était avec mon tonton, qui compensait ce que mademoiselle Redonné n'avait pas fait. Et d'ailleurs, c'était quelqu'un d'un peu extraordinaire, parce que quand on est venu au Canada, lui, il vivait encore, donc on s'écrivait. Et quand je lui écrivais, il me corrigeait mes fautes d'orthographe, parce que j'en faisais encore. Oui, ça c'est amusant, oui. Il me corrigeait mes fautes. Quand je lui écrivais de Paris aussi, il me corrigeait mes fautes. Les leçons de danse, ça se passait où? Il y avait un endroit où, disons, qu'elle connaissait le professeur de danse. D'ailleurs, j'ai des photos en train de moi en danseuse, là. Je vous les montrerai. Et voilà, et c'est tout. Et quand elle donnait à la fin de l'année un concert où ses élèves jouaient du piano, il y avait aussi en même temps la même chose, elle s'était entendue, et c'était aussi où les danseuses montraient leur histoire. Moi, j'étais dans les deux, je faisais et le piano et la danse. Et j'imagine que le piano, c'est elle qui vous l'a appris. Évidemment, évidemment. Quand est-ce que vous avez commencé à les appeler tonton et... Tantine? Tantine. Je suppose que quand ils ont décidé de me faire passer pour leur nièce. Ça s'est passé comment? C'était tout au début? Non, ils m'ont dit, vous savez, j'étais toute jeune, et ils m'ont dit, tu vois, je suis comme ton oncle, alors tu peux m'appeler tonton. Je suis comme ta tante, voilà.
quelque chose dans ce goût-là. Je vous donne pas la chose d'une manière exacte, mais je suppose que c'est ça. Comme vous me faisiez passer pour leur nièce, fallait quand même que je les appelle d'une certaine manière. Et si vous êtes la nièce de quelqu'un, bah vous dites tonton, ou vous l'appelez par mon nom. Tonton, c'est le mot familier pour dire oncle et tante. Est-ce qu'ils vous ont jamais expliqué que vous êtes juif, que vous devriez pas dire que... Non, ils me l'ont jamais dit. Ils n'ont pas. D'ailleurs, je ne savais pas que j'étais juive. J'en ai eu aucune connaissance. Non, absolument pas. En fait, je l'ai su parce que si vous avez lu mon histoire, quand je suis revenue à Paris, mes parents ont dit non, mais ça suffit là. Ils ont voulu que je retrouve mon identité juive, et c'est là qu'ils m'ont envoyée à la Chomère à Tsaïr, je vous l'ai dit, où là j'ai rencontré mon ami, et où ils ont voulu vraiment que mais moi j'avais honte, pour vous dire la vérité, d'être juive à l'âge de 11 ans, 12 ans quand je suis revenue à Paris. Parce que à l'école, je le dis dans le texte que j'ai écrit, vous savez, quand on faisait l'appel à l'école, hein, pour voir, et qu'on arrivait à mon nom et qu'on savait pas le prononcer, je me serais mis dans un trou. Et puis, je vous avais parlé de cette fillette, mon Dieu, la pauvre, qui collait après moi, et je voulais pas d'elle. Elle ne me plaisait pas, elle était grosse, elle s'appelait, vous ne verrez jamais, Bérénice Opozensky. Je m'en souviens de ce Bérénice Opozensky. Et j'avais honte. Non, je me sens pas bien de dire ça, mais essayez de comprendre. Je m'appelais Irène Armand pendant des années. Irène Armand, c'est un beau nom. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez avec Irène Rothschild. Ouais, voilà. Est-ce que vous vous souvenez des remarques antisémites ou de remarques... Moi, non. Mais mon mari me dit qu'après la guerre, lui, s'est fait traiter de sale juif à l'école. Moi, non. Mais j'avais honte. J'avais honte de cette identité. Et quand vous étiez chez les Armands, est-ce que vous faisiez le catéchisme? Est-ce que vous faisiez ce que les catholiques faisaient, les différentes étapes? Non. Voyez-vous, ils avaient voulu, honnêtement, c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais je crois qu'ils pensaient que peut-être un jour mes parents ne reviendraient pas. Ils ont demandé à mes parents la permission de me faire baptiser pour mieux me protéger. Et mes parents ont refusé. Donc, à partir de ce moment-là, il n'était pas question de catéchisme ou tout. Ils ont accepté que j'aille à l'église, ça les dérangeait pas. Et je me rappelle, on est même allé à Lourdes. Vous savez ce que c'est que Lourdes, la ville de Lourdes? Bernadette de Soubirous a vu la Vierge. Oh, qu'est-ce que ça m'a fait un effet! La procession la nuit aux flambeaux. Oh, mais ça, je m'en souviendrai toute ma vie, avec tous ces éclopés qui allaient à la grotte en espérant le miracle. J'étais nourrie de ça. Et mon imaginaire s'est construit à partir de ça, pas à partir de la génialité. Est-ce que vous lisiez beaucoup pendant ce temps-là, quand vous étiez chez eux? Parce que vous avez appris à lire à 5 ans. Oui, bien sûr. Alors, toute la Comtesse de Ségur y est passée, tout Jules Verne y est passé. Je lisais énormément. Et le goût de ma lecture m'est venu très tôt. Et il a duré jusque de nos jours. Et il dure encore. C'est eux qui vous ont donné les livres à lire? Oui. C'était les livres à la maison? Ils me les achetaient. Je n'avais pas ces livres, ils me les achetaient. Et mon tonton me racontait des tas d'histoires. Vous savez, aussi à travers les histoires qu'on vous raconte, vous avez envie de lire. C'est pas seulement la lecture, parce que les histoires, c'est la lecture à haute voix. Ils vous ont lu quand vous étiez petit? Oui, ils me lisaient. Et ensuite, j'ai lu moi-même. Eux aussi, ils lisaient beaucoup? Elle, non. Lui, oui. Lui, oui. Mais c'est mon père aussi qui m'a donné beaucoup le goût de la lecture, qui m'a fait connaître les auteurs juifs aussi. Et
et aussi certains auteurs français qu'il admirait, comme Romain Rolland. Mon père aussi m'a donné. Mais eux, dès mon plus jeune âge, oui. Oh oui. Ils m'achetaient les livres. Il n'y avait pas la bibliothèque. On achetait les livres. Quand vous étiez, parce que vous avez dit que vous êtes allé plusieurs fois voir vos parents, est-ce que dans votre tête de jeune fille, vous vous êtes demandé, mais pourquoi je suis avec ces gens-là et pourquoi pas avec mes parents? Je me suis très vite habituée à monsieur et madame Armand et je trouvais normal d'être avec eux et d'aller voir. Vous savez, pour un enfant, la notion de père et mère, ça pas vraiment. Ce qui compte, c'est l'affectivité qu'il reçoit. D'accord? Alors, il la reçoit d'un père et d'une mère, ils vont dire « j'aime mon père et j'aime ma mère ». Mais si vous recevez l'affectivité de quelqu'un d'autre, ben, même si c'est pas votre père et votre mère, qu'est-ce qui compte? C'est l'affectivité, d'où qu'elle vienne. Alors moi, je vivais avec tonton et tantine, j'avais cette affectivité. Quand j'allais voir mes parents à l'âge de 4 ans, il n'y avait pas l'affectivité puisque je vivais pas avec eux. C'est évident que si j'avais vécu avec eux, je l'aurais eu, cette affectivité. Mais je vivais pas avec eux. Donc, ça ne pouvait pas me faire de peine. Non? Quels sont... On a parlé de beaucoup de souvenirs pendant la guerre. Est-ce qu'il y a encore des souvenirs avec eux ou pendant la guerre qui vous sautent dans la mémoire que vous n'avez pas mentionné encore, des souvenirs forts? Oui, un souvenir très fort, c'est qu'une fois, la France était occupée. On se promenait avec mon tonton et ma tantine et des Allemands avaient arrêté 2 personnes et mon tonton et ma tantine, c'était mon tonton, il n'y avait pas ma tantine maintenant que je m'en souviens, et mon tonton m'a bandé les yeux et là on est vite parti et j'ai entendu des coups de feu. C'est tout. Mais je me rappelle, ça m'avait... je ne sais pas si je lui ai posé des questions, mais j'ai tremblé à ce moment-là. C'est le seul souvenir terrible dont je me souviens. Qu'est-ce qui s'était passé? J'en sais rien. Vous savez, les Allemands, hein, n'importe quel coup. Alors, qu'est-ce qui c'était? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez beaucoup de soldats allemands dans la ville? Il y en avait beaucoup, oui, je m'en rappelle. Il y en avait même un très gentil qui, une fois, m'a donné quelque chose. Des bonbons, je ne sais pas trop quoi. Et j'ai fait la révérence, parce qu'on m'avait appris à faire la révérence et à dire merci. Oui, je me rappelle d'un soldat allemand. Oui, il y en avait. Et des souvenirs, disons, de la guerre, des avions, des bruits, Non, là, j'ai pas. Comme je vous dis, je pense à cet Allemand, là, je pense à cet épisode terrible, et je pense, en effet, on se promenait rue de la République, c'était la rue qui menait de la gare, au bout, il y avait le château fort, et il y avait beaucoup d'Allemands, mais disons des Allemands qui vous savez, qui étaient pas, qui faisaient pas peur. Vous savez ce que je veux dire? Ils étaient en uniforme, mais ils faisaient pas peur. Alors, en tout cas, moi, j'avais pas peur, sauf comme ce que je vous ai dit, non. Est-ce qu'il y avait parce que vous avez passé pas mal de temps pendant la guerre et après, est-ce qu'il y avait des sorties, des vacances avec tantine et tonton? Oui, beaucoup. Vous allez où? Alors, elle était originaire de Saint-Chinian. C'est un petit patelin, un petit village renommé pour son vin. Pas loin de Béziers. C'était pas loin. Lui, il était originaire de Martigues, qui est pas loin non plus, dans le sud, tout à fait le sud de la France. D'ailleurs, je vous ai dit que mon problème, quand je suis arrivée à Paris, c'est que je parlais avec un accent du sud. Et on se moquait de moi. Pas parce que j'étais juive, mais parce que je parlais avec un accent du sud. Vous connaissez l'accent du sud. Bon, alors j'ai pas besoin de le faire pour vous. Bah, faisais quand même pour... Eh ben, qu'elle est belle, cette petite. Allez, fais-moi un beau sourire, tu veux? Voilà. Alors, on s'est moqué de moi. On allait à Martigues, on allait à
à Saint-Chinian. On allait à Luchon, parce qu'elle allait aux thermes. Vous savez, les eaux thermales. Les eaux thermales à Bagnères de Bigorre, près du cirque de Gavarnie, dans les Pyrénées. Et je me rappelle être allée à un mariage à Bordeaux, un parent de mon tonton, peut-être un neveu, et je me rappelle que j'avais été impressionnée parce que le marié portait un uniforme. C'était un aviateur, alors il avait un bel uniforme. Voilà, ça je me rappelle avoir été à un mariage avec eux. Et donc, oui, on allait à Bagnères de Bigorre, on allait à Saint-Chinian, on allait à Martigues, oui. Et après, à la guerre, quand je suis retournée les voir, je retournais chez eux aux grandes vacances, on retournait à Bagnères de Bigorre, on retournait à... on n'est pas allé à l'étranger avec eux, mais on allait dans le sud de la France et vers les Pyrénées. Est-ce que c'était de la famille qui voyait dans ces différentes endroits, ma tantine voyait sa mère, qui vivait encore, Madame Chêne. Je me rappelle d'elle près du feu. Et en fait, je sais même de quoi elle est morte. Enfin, ça m'avait impressionnée. Elle était toujours près du feu à remuer les tisons. Vous savez, les tisons? Et une flamme s'est mise sur son doigt. Mais elle était très âgée. Elle avait plus de 90 ans. Et vous savez, ça a pénétré à l'intérieur de sa peau et tout. Et elle est décédée. Elle était très âgée, très âgée. Je me rappelle d'elle encore. Et je me rappelle qu'à Saint-Chinian, je le dis dans mon histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais des camarades, j'avais des amis. Et j'ai retrouvé ces amis quand je suis allée voir mon tonton, à l'âge de 40 ans, je suis allée le revoir. Et on est allé à Saint-Chinian, parce qu'à ce moment-là, il était dans une maison de vieillesse, la retraite. Et j'ai retrouvé cette camarade qui était directrice d'école à ce moment-là. Et j'ai retrouvé ce petit garçon avec qui on jouait au papa et la maman qui était devenu évêque. Ça, c'est il y a 45 ans de ça. Parce que j'avais la quarantaine quand je suis allée le voir. Alors, donc c'était assez amusant. Et je vous dis qu'on jouait, on allait au cimetière. Et comme je le dis dans mon récit, les couronnes au cimetière, à cette époque, étaient faites de perles. Et on prenait les perles qui étaient détachées des couronnes et on en faisait des colliers. Mais, alors, on jouait à ça. Et ça, je m'en souviens. Eux, les relations que vous avez vues, est-ce qu'ils savaient que vous étiez juive? Très peu de personnes le savaient. Très peu de personnes. Alors, c'est qui le savait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas qui le savait, mais c'était quelque chose, peut-être des intimes à eux, c'est possible, mais ils avaient très peur, donc c'était quelque chose de caché. Je sais que Madame Chêne, la mère de ma tantine, le savait, mais je sais pas. Comment vous savez qu'elle savait? Pardon? Comment vous savez qu'elle savait? Elle le savait parce qu'à un moment, quand elle a été très vieille, elle est venue habiter chez tonton et tantine. Et comme je vous ai expliqué, il n'y avait pas de place. Mais j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un très grand placard chez eux dans l'entrée. Et ils ont transformé ce placard en une espèce de chambre pour elle. Et là, je pense qu'ils lui ont dit, parce qu'ils prenaient des précautions avec moi, et elle ne comprenait pas. Et de toute façon, elle savait qu'ils n'avaient pas de nièce. Quelles précautions est-ce qu'ils prenaient avec vous, d'après vos souvenirs? C'est-à-dire, j'allais pas à l'école. Alors, elle était étonnée, déjà. Et puis, comme je vous dis, la fois où ils avaient dû me cacher, ils prenaient quand même des précautions. Vous savez, ils prenaient des précautions, surtout vis-à-vis des personnes qui venaient, comme la couturière, là, vous voyez ce que je veux dire? L'appartement où vous habitiez, est-ce que c'était dans une maison, il y avait d'autres appartements, il y avait des voisins? Il y avait juste 2 étages. Ils habitaient au premier et au deuxième, il y avait des gens qui étaient des amis à eux. Et eux, je pense, étaient au courant parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas. Mais ils étaient très, très bien, il n'y avait pas de problème. Et c'est tout. Il n'y avait que 2, voilà. Quels sont, je crois que vous avez des souvenirs de la fin de la guerre à Carcassonne. Oui. Qu'est-ce Oui. que...
les souvenirs de la fin de la Alors, guerre? les souvenirs que j'ai, c'est le général de Gaulle qui est venu à Carcassonne. Voilà, et je me souviens qu'on avait été le voir et mon tonton m'avait mis sur ses épaules. Et je me souviens des Américains qui m'avaient donné, c'est la première fois de ma vie que je mangeais ça, du chewing-gum. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je me souviens. Est-ce que vous étiez dans la rue avec tonton et tantine quand Ils me les portaient sur Américains... les épaules. Parce qu'il y avait des défilés, toutes sortes de choses. Ah, mais décrivez un peu cette scène. Ben, il y avait s'il vous une plaît. atmosphère extrêmement joyeuse quand le général de Gaulle est passé. Ensuite, les Américains étaient là et il y avait les drapeaux français, américains. Les gens s'embrassaient. C'était une atmosphère de joie, hein, que je comprenais pas trop pourquoi, mais enfin, quand même, j'avais compris. N'oubliez pas, j'étais quand même plus grande à ce moment-là. Avec quel âge? 7 ans, 8 ans. Alors donc oui, oui, oui. Ah oui, non, non, c'était très... oui, c'était très gai et c'était très agréable. Et d'ailleurs, après la guerre, quand je suis restée 2 ans de plus chez eux, j'ai eu le bonheur, ils m'ont mis à l'école. Et j'étais très bonne à l'école. Pourquoi? J'étais la meilleure des élèves. Pourquoi? Parce qu'il m'avait instruit, lui, depuis l'âge de 4 ans. J'avais aucun mérite. Est-ce que vous avez fait des amis après la guerre à l'école? Pas longtemps, oui, mais comme je ne suis pas restée tellement longtemps, c'est des amis que j'ai pas... Oui, pendant que les 2 ans que je suis restée, mais ensuite on s'est perdu de vue. J'ai pas gardé. Vous savez, à cet âge-là, c'était pas des amitiés trop solides, c'était plutôt de la camaraderie. Comment est-ce que parce que comme vous avez dit, vous êtes resté 2 ans encore, est-ce que vous pouvez décrire comment la vie a changé pour vous après la libération? Ben, le fait que je puisse aller à l'école, déjà. Et d'autres choses? Et autre chose, c'est que il y avait ce sentiment de plus grande liberté. On me laissait aller dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Je prenais mon vélo et puis j'allais me promener en vélo sur le boulevard qui était pas loin de chez eux. Il y avait un sentiment de plus grande liberté. Et n'oubliez pas, j'étais plus grande aussi. Alors c'était plus facile. Il y avait non, c'était oui, je dirais le mot liberté véritablement. Je me sentais pas comme enfermée auparavant. Alors qu'avant, j'avais un sentiment où il me gardait un peu plus serré, si vous voulez. Ce qui veut dire qu'avant, pendant la guerre, vous ne pouviez pas sortir dans la rue? Je sortais pas sans eux, non. Définitivement, je sortais jamais sans eux. Non, non. Ah non, vous allez me dire, j'étais plus jeune aussi, mais quand même, une petite fille de 7 ans pourrait sortir dans la rue. Non. C'est après la guerre que là, j'étais libre. Très libre. J'allais toute seule, comme ils étaient pas loin de la cité, j'allais toute seule dans la cité, jouer sur les remparts avec des... Non. L'école, c'était proche? Vous alliez toute seule aussi? Oui, c'était pas très loin. Et vous alliez toute seule? Oui. Après, oui. Est-ce que vous avez revu vos parents après la guerre, avant de rentrer à Paris, dans ces 2 ans? Non, c'est eux qui sont venus me voir à Carcassonne. Plusieurs fois? Pardon? Plusieurs fois? Oui, c'est eux qui sont venus me voir. Et ensuite, non, parce que ma mère est tombée enceinte, n'oubliez pas. Mon frère est né après la guerre. Ma sœur est née tout de suite après la guerre et mon frère un an après. Mon frère va avoir 78 ans et ma sœur va avoir 79 ans en juin. Est-ce que vous avez des souvenirs de ces rencontres-là après la guerre avec vos parents? Non, absolument pas. Et alors, je me souviens quand je suis retournée à Paris. Parlez-moi de ça. Très difficile, très dur, très très difficile. L'ajustement, c'est très mal fait, pour 2 raisons. Un, et je le dis dans mon récit si vous l'avez lu, mes parents avaient été caméra aussi. Oui. Alors, mes parents avaient été traumatisés par la guerre. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper des besoins affectifs d'un enfant. Parce que j'étais quand même une enfant. J'avais 10 ans, 11 ans, on a besoin d'affection. Ils n'avaient pas le temps.
Déjà, ils me nourrissaient, voilà, ils s'occupaient de moi, physiquement et tout. L'affectivité n'existait quasiment pas. Et ça m'a manqué énormément, énormément, parce que je l'avais tellement avant, pendant la guerre, à Carcassonne. Donc j'ai beaucoup souffert de ce retour et je n'avais qu'une envie, retourner à Carcassonne. Est-ce qu'ils avaient plus d'affectivité envers votre frère et votre sœur parce qu'ils étaient plus petits ou non plus? C'est pas de l'affectivité, c'est que c'était les besoins. Quand vous avez mon frère, d'abord, quand il est né, a été malade, il a eu un problème à l'estomac, je sais pas, le lait qui avait tourné dans son estomac, enfin bref. Donc il fallait qu'on s'occupe de lui, il était malingre, il a fallu qu'on aille dans un endroit qui s'appelle Berck-Plage pour qu'il se retape l'été, vous voyez. Et ma sœur était aussi petite, je veux dire, n'oubliez pas, je suis retournée à Paris, mon frère venait de naître, et ma sœur avait à peine un an et demi. Alors donc, ils étaient plus portés à s'occuper de ces deux enfants-là, et ce qui était normal. Mais moi qui les connaissais pas, mes parents, je les connaissais pas finalement. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez les détails de comment ça s'est arrangé que vous devriez retourner chez vos parents, entre vos parents et les Allemands? C'est-à-dire qu'après la guerre, ma mère est tombée enceinte de ma sœur. Alors, Monsieur Vincent et Adrienne, c'est-à-dire Monsieur et Madame Armand, ont dit à mes parents, laissez-la nous, vous allez avoir un autre enfant, vous allez, nous, ils voulaient carrément m'adopter. Mes parents n'allaient pas laisser leur enfant. Ils disent non, mais puisque vous voulez, vous pouvez la garder puisque ma femme est enceinte, donc gardez-la encore un an. Très bien. Mais après la naissance de ma sœur, elle est tombée tout de suite enceinte de mon frère. Encore une fois, je suis restée chez eux. Et il m'a raccompagnée à Paris en pleurs. C'est la première fois que je l'avais vu pleurer, quand il m'a laissée à Paris, après la naissance de mon frère. Quels étaient vos sentiments au moment de devoir dire au revoir aux Allemands? Écoutez, j'ai autant pleuré que mon tonton quand je suis arrivée à Paris, parce que je ne voulais pas aller à Paris. Je voulais rester avec eux, et je ne suis pas restée avec eux. Et j'étais très malheureuse. Alors, comme je vous l'ai dit, ce que mes parents ont fait, ils ont dit, écoutez, pendant les grandes vacances, elle passera peut-être 2-3 semaines avec nous, mais le reste du temps, elle sera chez vous. Donc, tous les ans, jusqu'à ce qu'on vienne au Canada, je passais la plupart des grandes vacances avec eux. On me mettait dans le train, toute seule, et je descendais à Carcassonne, et c'est là qu'on partait en vacances. Est-ce que vous avez jamais dit à vos parents, je veux retourner vivre avec eux? Ou... Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Non, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Peut-être qu'ils comprenaient, mais je ne sais pas. Mais ils essayaient de m'expliquer que c'était pendant la guerre. Je pense qu'ils ont essayé de m'expliquer. Mais c'est très dur. C'était très dur. C'était un moment très difficile pour plusieurs raisons. D'abord au point de vue luxe, par rapport à l'appartement. Okay? Ça a l'air ridicule, mais je m'étais habituée à un certain confort et un certain luxe que je n'avais pas à Paris. D'accord? Faire sa toilette dans l'évier de la cuisine, c'était pas ma façon de faire ma toilette là-bas. Alors d'abord, il y avait ce côté-là, qui est peut-être pas important, mais pour une petite fille, c'était pas important. Et puis il y avait le côté affectif, le plus important, le côté affectif. Ils m'aimaient, c'est certain, ils m'adoraient, j'étais leur fille. Mais ils avaient d'autres soucis et d'autres problèmes que d'avoir à me témoigner à toute minute du jour et de la nuit « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Donc ils ne le disaient pas, ils ne le montraient pas. Mais je le savais, je le savais, non, je ne le savais pas. Je le savais parce que plus tard j'ai compris que c'était mes parents et qu'ils m'aimaient, mais à 10 ans, quand on ne vous le montre pas, c'est difficile de le croire.
Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux, après la guerre? Ils ont retrouvé un appartement vide, ils Oui, avaient oui. tout de Ben, suite... comme je vous ai dit, il a fait sa fabrique d'imperméables. Il a recommencé Il à a faire ça. recommencé, oui, oui, oui. Dans l'appartement, encore une Oui, fois? dans l'appartement. Et puis ensuite, il a eu un atelier, rue Pastourelle, je m'en souviens, 35 rue Pastourelle. Ah, ça, c'était après la guerre qu'il est Après la allé là. guerre, OK. oui, pas avant. Est-ce que vous avez repris les fêtes juives, une vie juive avec eux Alors, à eux, comme Paris? je vous ai dit, ils ont voulu, parce qu'ils ont vu que j'étais une petite catholique bien à l'aise dans la religion, qui connaissait toutes ses prières, je vous salue Marie pleine de grâce, etc., etc. Et ils ont voulu me redonner, comme je vous ai dit, cette identité juive qui n'existait pas chez moi. Ils m'ont donc mis, comme je vous l'ai dit, dans ce groupe juif. Hashomer Hatzair. Oui, Shomer HaTzaïr, et où j'allais tous les dimanches. D'accord? Et on faisait des excursions et tout. Maintenant, au niveau de la religion, mon père a respecté d'une certaine manière la religion juive, mais pas de la manière dont il avait été élevé. Il faisait la fête de Pâques, Passover, c'est certain, on le faisait, et c'est lui qui le faisait, et il connaissait toutes les prières et tout. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est après la soirée, ils faisaient pas après Pâques les chansons et tout, mais les voisins en haut les faisaient. Ils s'appelaient les Mayerovitch, et j'aimais bien parce que c'était très drôle après. Vous savez, on cachait le Happy Kamen, etc. Alors je montais chez eux et là, je le faisais. Donc ils faisaient Pâques, et pour Kippour, ils m'emmenaient à la synagogue, où je m'ennuyais énormément parce que je trouvais que c'était pas joli les synagogues. Je préférais les églises, c'était beaucoup plus décoratif. Lui, il allait à la synagogue chaque samedi? Non. Il y allait, comme je vous l'ai dit, uniquement à Kippour. Et il faisait Passover, les fêtes de Passover. Et votre mère? Elle n'était pas religieuse. Non. Les Est-ce grands-parents maternels, je pense pas. Ils étaient traditionnalistes, voilà. Ce que je pourrais dire, un peu ce que nous, on est maintenant. Voyez-vous, je ne vais pas manger pour Kippour, je vais faire le... Bah, plus tellement maintenant, parce qu'à notre âge, surtout mon mari, je fais attention, mais disons, je respectais, vous voyez ce que je veux dire, le Kippour, je respectais le Passover, pas manger, j'avais pas de pain à la maison, mais pas d'une manière excessive, on va dire. Mais disons, est-ce que la famille à Paris, je parle encore, est-ce que vous faisiez le Shabbat, Non, dîner non. de vendredi, Non, des prières, bougies? Non, on le faisait rien. pas. Non, non. Comme je vous dis, c'était très... À part les fêtes de Kippour et Passover, la fête de Pâques, je ne me souviens pas du tout qu'on faisait quoi que ce soit. Et Yortzeit? Oui, on le faisait. Oui, c'est vrai. L'école, où est-ce que vous alliez à l'école? J'allais rue Amelot. C'était une école publique. Et dans cette école, maintenant, vous avez une plaque qui dit que tant d'enfants juifs ont été pris dans cette école et déportés à Auschwitz. D'ailleurs, dans beaucoup d'écoles maintenant. Oui, j'en ai vu. Est-ce qu'il y avait d'autres juifs dans votre classe? Et oui, il y avait cette fameuse Bérénice Opozinski. Oui, et sauf à part d'elle? Non, je me souviens que d'elle. Je pense que c'était peut-être la seule. Et est-ce qu'il y avait... J'étais amie avec une certaine Christiane Lantignac, je me rappelle. Je l'aimais beaucoup. D'ailleurs, après mon mariage, je suis allée la voir chez elle. Elle avait épousé quelqu'un du Congo belge, je me rappelle. C'était la seule avec qui j'avais gardé contact pendant très longtemps, puisqu'après mon mariage, quand mon mari et moi on est retournés en France, je suis allée la voir. Mais à part ça, non, j'ai pas retenu d'autres. Mais à l'époque, est-ce que vous aviez plusieurs petites amies? Oui, j'avais une petite amie qui s'appelait Micheline Bouquel. Et on avait une entente, elle et moi. Elle faisait mes devoirs de maths, et moi je faisais ses compositions françaises, parce que j'étais meilleure en français qu'elle. Alors on avait absolument un échange. Et avec vos amis, ou vos camarades de classe avec qui vous étiez amicales, oui. Est-ce qu'il n'y avait jamais une question que vous êtes juif, ce que vous avez vécu pendant la guerre? Non, mon mari a eu ce problème, moi non. Mm-hmm. Non. Même si je me sentais mal quand on me faisait l'appel, je n'ai pas eu ça.
je peux pas dire que non, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit sale juive ou quoi que ce soit. Parlez-moi un peu de ce Hashomer Hatzair. Déjà, ça, c'est une organisation plutôt de gauche, De gauche sioniste. qui envoie, oui, tout à fait. Alors, comment tout ce que j'ai retenu, c'est là que j'ai rencontré ma grande amie Paulette, avec qui j'ai eu jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'on vit. Tout le temps, on a tout le temps correspondu. C'est là, je dirais que de toutes mes amitiés dans ma vie, c'est celle qui m'a donné le plus. Je l'ai connue, nous avions 12-13 ans. Elle est décédée à 80 ans et je l'ai revue tout le temps, même quand on était au Canada. Et sa mort m'a laissé un grand vide. Quand je vais maintenant à Paris et que je vais sur sa tombe, j'ai énormément d'émotions parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré à la Shomer Hatzair. On promenait toutes les deux, nos frères, et elle avait une sœur qui avait l'âge de ma sœur. On devait les emmener au parc. Ça nous emmerdait un peu, excusez-moi l'expression. Mais on sortait ensemble, j'étais invitée à manger chez ses parents, et quand on est venu au Canada, toutes les semaines on s'écrivait. Après, quand le téléphone est venu pas trop cher, on se téléphonait. Quand je suis allée en France, la première fois, on est allé à l'hôtel, et elle m'a dit, la prochaine fois que tu viens, tu vas plus à l'hôtel. On allait toujours chez elle. Elle nous a toujours prêté la jolie maison qu'elle avait à Menton, où on passait un mois tous les ans là-bas, après que mon mari ait pris sa retraite. Et disons qu'elle est venue au Canada, je me rappelle, elle est venue pour l'Expo 67, j'ai reçu sa fille chez moi. Là, je vais recevoir, figurez-vous, cet été, sa petite fille qui vient avec ses enfants chez moi. Alors c'est pour vous dire, en fait, c'était comme la famille. J'ai connu son grand-père, j'ai connu ses oncles, j'ai connu ses parents, j'ai connu toute la famille. Et ils ont tous survécu. Oui, qui ont survécu. Ben, il y en a qui sont morts. Elle était cachée à Lyon. Mais comme je vous dis, c'est une longue histoire, puisqu'au mois d'août, sa petite fille vient avec ses enfants, avec ses 2 enfants. Elle a une petite fille qui a un petit garçon qui s'appelle Adam et qui a 3 ans, et une petite fille qui s'appelle Fleur, parce qu'elle est née au printemps, qui vient donc, sa petite fille vient avec ses 2 enfants chez moi, et elle va aller chez ma fille à Toronto. Alors c'est pour vous parler de cette amitié qui n'en finit pas et qui continue même après sa mort, à travers sa famille. C'est la plus grande amitié de ma vie. Quels sont vos autres souvenirs de Hashomer Hatzair, des activités que Alors, vous avez faites? on allait dans les musées, on sortait au bois de Boulogne, on dansait, beaucoup de chants, beaucoup de hora, beaucoup de danse, on parlait beaucoup d'Israël, on voyait des films sur Israël, puisqu'en fait, la tendance de Shomer Hatzair, c'est de nous encourager d'aller en Israël. Et mon père, après la guerre, voulait aller en Israël. Ma mère n'a pas voulu. De la même manière qu'elle n'a pas voulu quitter Paris pour aller en Amérique au moment de la guerre. Comment est-ce que vous avez retrouvé votre identité juive? À travers de quoi et comment? C'était quoi cet acheminement de retrouver comment est-ce que je l'ai retrouvé? Je l'ai retrouvé parce que quand même, il y avait les fêtes juives que mes parents respectaient. Le fait que j'ai épousé quelqu'un qui est juif, qui, comme ses parents, n'était pas non plus traditionnel, mais c'était un mariage juif, c'était mon fils aîné, il y a eu quand même, je sais pas, c'est à travers la tradition, si vous voulez, pas tellement à travers la religion, mais à travers les rites traditionnels du judaïsme. Voilà comment j'ai retrouvé. Et le Hashomer Hatzair, votre temps que vous avez passé là-bas plusieurs années, est-ce que ça vous aidait d'une manière ou d'une autre de retrouver, parce que vous avez dit que vous aviez honte de votre nom, c'était pénible. Qu'est-ce que ça vous a fait? C'est-à-dire, j'ai toujours eu honte à Paris. Et l'avantage en venant ici, c'est qu'ici, ça n'existait pas, cette honte.
voyez-vous. Alors disons qu'ici, je me suis débarrassée de cette honte et j'avais pas peur de dire mon nom. Et j'avais pas peur d'afficher que j'étais juive, d'accord? Ça, c'est l'avantage du Canada. Même si je suis arrivée au Québec à une époque où le régime du Plessis, comme vous le savez, j'ai pas pu aller à une école française parce que j'étais juive. Mais à la commission des écoles protestantes, il n'y avait pas de problème. Et quand je suis allée à McGill, il n'y avait pas de problème non plus. Et quand j'enseignais à McGill même, je pouvais porter mon étoile juive. Vous voyez, maintenant je sais qu'il y a d'autres règles, mais je veux dire, ou alors quand j'annulais mes cours, en disant c'est qui pour, je vous redonne le cours à un tel moment. Donc c'est vraiment au Canada que tout ça a disparu. Mais en France, même si j'allais à la Chaumière à Saïr, n'empêche que j'allais à l'école et je me sentais mal. Parce que en France, bon, d'ailleurs, je vais vous dire mieux, mon amie qui avait un magasin de maroquinerie de luxe, quand c'était les fêtes juives, elle fermait. Mais vous croyez qu'elle mettait sur la porte ou la vitrine du magasin fermée pour fête juive? Non. Elle mettait une autre raison, mais elle mettait jamais fermée à cause que c'est Kippour ou autre chose. Ça vous a fait quelque chose quand même d'aller à Hashomer Hatzair? Ça vous a renforcé quelque chose dans votre identité? Oui, peut-être, oui, probablement. Vous avez raison, parce qu'il y avait cette idée d'Israël. N'oubliez pas, il y avait aussi mon père tellement heureux avec vraiment Israël. Avec Ben Gurion, on parlait politique, il parlait donc il y avait tout ce côté Israël politique en 48, n'oubliez pas. Hein, alors donc oui, et à Israël vous associez le judaïsme, d'accord? Maintenant je vous dis pas que quand je suis allée à l'Israël plusieurs fois, le Mea Shearim, quoique j'ai acheté un tableau là-bas, vous voyez, le tableau là-bas c'est le Mea Shearim. Mais disons, oui, à travers Israël. Je dirais que c'est à travers la connaissance du pays d'Israël que la judéité s'est instaurée plus ou moins en moi, le sentiment de judaïsme, voyez-vous? Et puis ensuite, par la suite, quand je suis allée en Israël, cette fierté, la fierté aussi d'être juive, avec mes lectures aussi, quand j'ai compris tout ce que le monde doit au judaïsme. On l'oublie. Hein? La pénicilline, est-ce qu'on l'aurait? Est-ce qu'on aurait, et je peux vous citer des tas de choses. Donc il y avait le judaïsme à travers la tradition, à travers la contribution, à travers le pays. Tout ça m'a rempli et a fait de moi quelqu'un fier d'être juif. L'immigration. Quand est-ce que vous êtes venu au Canada? Nous sommes arrivés au Canada en 52. Et pourquoi? Pourquoi partir de Paris et pourquoi le Canada? Alors, mon père aurait voulu aller en Israël jusqu'en 48, mais ma mère, non. Alors, il a choisi le Canada parce que c'était francophone. Donc, il n'y avait pas à apprendre une langue étrangère. Je me rappelle que quelqu'un de la famille de mon amie Paulette a choisi l'Australie. Nous, on a choisi le Canada. D'abord, il y avait la langue, le français. Ce qui nous a bien surpris, parce que quand on est arrivé en 52, on parlait pas français, on parlait anglais. Donc, depuis, ça a changé. Mais enfin, il y avait la langue. Et pourquoi ils sont partis? Je pense qu'ils sont partis. Ça n'a pas été dit clairement, mais j'ai cru comprendre, ils avaient un fils. Et à ce moment-là, les garçons en France devaient faire leur salaire militaire. Il y avait la guerre de Corée, il y avait la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Ils se sont dit, c'est peut-être pas un pays sécuritaire pour mon fils. Donc il y avait ça. Et aussi, ils avaient été traumatisés par l'Europe. Je crois qu'ils voulaient fuir l'Europe. Je pense. Mais ça, je mettrai un point d'interrogation parce que ça n'a jamais été vraiment très clairement dit. C'est la deuxième fois que vous disiez qu'ils étaient traumatisés. Ils étaient en cachette. C'est en quoi ça consistait, ce traumatisme? Mais c'était pas la cachette. La cachette, mon père était très heureux. Il m'a toujours dit qu'il aurait aimé être fermier.
Le traumatisme venait de toutes ces pertes. Quand vous pensez que mon père, avec une si grande famille, est resté tout seul avec un neveu, et que ma mère, qui avait de la famille en Hollande, d'accord, sur sa photo de mariage, je vois cet oncle-là, rabbin ou je ne sais pas trop quoi, elle avait beaucoup de famille. Elle s'est retrouvée toute seule. Le traumatisme vient de toutes ces pertes, de cette horreur. Oui, ils y ont échappé, mais ceux qui ont échappé ne pensaient pas que pour autant, ça n'a pas été aussi douloureux pour eux. Ils ne pouvaient pas sortir indemnes de la guerre. C'était pas possible. Et leurs descendants, c'est pareil aussi. Leurs descendants. Ma fille a très bien notion que ses grands-parents, sa mère, ont passé à travers des choses terribles. Et quand il y a la journée à Toronto de l'Holocauste, elle y va, elle fait partie aussi de cette génération. Et je crois que ça va se perpétuer pendant longtemps, très longtemps. Mes petits-enfants en sont conscients, puisque ma petite fille Lily, qui a 13 ans, a fait un projet, une enfant cachée pendant la guerre, un vidéo pour son école. Donc, vous voyez, c'est des traumatismes qui sont pas près de disparaître, on est content peut-être d'être en vie, mais ça n'empêche pas que mes parents devaient être contents d'avoir survécu, mais le traumatisme était là. Et ma mère, je sais que psychologiquement, elle a été détruite par ça, puisqu'elle a eu des problèmes psychologiques très sérieux vers la fin de sa vie, qui a dégénéré en Alzheimer et tout le tralala. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous a aidé à venir au Canada, qui vous a sponsorisé? Oui, on a pris... il y avait des gens qui se proposaient. Je ne sais pas si vous le savez. Ça, oui. J'ai pas entendu encore. Si, il a trouvé quelqu'un. Il a trouvé quelqu'un qui a, pour lui, comment dire, il fallait... je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis, il fallait prouver qu'on avait de l'argent. Il fallait prouver qu'on était en bonne santé. Oui, il y a eu des raisons. Donc, mes parents ont rencontré les critères pour venir au Canada. Je sais qu'il y avait des critères. Et on avait besoin d'un sponsor. Et on l'a eu. Mais c'était quelqu'un que vous ne connaissiez pas, c'était quelqu'un pour de l'argent, j'imagine. Voilà. Mm-hmm. Et alors, vous arrivez à Montréal en 52. Oui. Vous avez 15 ans. J'ai 13 ans et demi. 13 ans et demi. Quelles sont vos premières impressions de Montréal? Je m'ennuie énormément parce qu'on est arrivé au mois de mai. L'école commence au mois de septembre. Qu'est-ce que vous faites du mois de mai au mois de septembre quand vous ne connaissez personne? Voyez-vous ce parc-là? C'est pas un très beau tableau. Je pourrais l'analyser, il n'est pas très beau. Mais vous savez pourquoi je l'aime? Parce que j'ai passé mon été sur ce banc. C'est quel parc? Oui. C'est le parc Pratt, pas loin de Pratt, là-bas, à Outremont. Voilà. J'ai passé mon été là, à aller chercher des livres à la bibliothèque, à lire, je sais pas, tout Émile Zola, tout Balzac. J'arrêtais pas de lire. C'est tout ce que je faisais. Et je mangeais. Alors je suis devenue grosse. Ça, je me rappelle. Après, bon, c'est parti, mais je n'arrêtais pas. Et je mangeais, je lisais, je passais mon temps là, du mois de mai au mois de septembre. Et ensuite, je suis allée à l'école. Je suis allée à l'école anglaise. J'avais appris l'anglais à Paris, à l'école, mais c'était un anglais élémentaire. Alors, quand on parlait de date, parce qu'à ce moment-là, les petites filles de 13 ans avaient des dates, moi, je pensais que c'était un fruit. Mais j'ai pas mis de temps à apprendre l'anglais, je vais vous dire pourquoi. Parce que le niveau scolaire était inférieur au niveau scolaire à l'école en France. Et comme j'étais très bonne élève, très vite, j'ai réussi, j'ai pas eu de problème, j'ai maîtrisé l'anglais, et quand j'ai passé les matrix, j'étais parmi les premières. Et je suis rentrée à McGill avec une bourse. Quand vous êtes arrivé, vous avez commencé l'école en quelle classe? 8e. 8e. Grade 8. Et vous alliez où?
Quelle à école? Strathcona Academy, qui est devenue Outremont High l'année où j'ai gradué. Vous habitiez où? C'était où la première année? On habitait sur Kerb. On a d'abord habité sur Park Avenue, et ensuite on habitait sur Kerb. Et c'était comment les premiers appartements? Comment vous les avez trouvés? Chez qui vous avez Je sais fait? pas. D'abord, je pense qu'on avait une chambre dans la petite Italie, quelque chose comme ça. Ensuite, ils ont trouvé un appartement sur Park Avenue, ensuite à Outremont. Ils se sont fait des amis parce que il y avait des gens comme eux de France et ils ont fondé un groupe qui s'appelait les Amis de France et de Belgique. Et donc, ils se sont retrouvés. D'ailleurs, où mes parents sont enterrés, à Laval, il y a le coin, les Amis de France et de Belgique. Et il y a tous ces gens qui sont venus en même temps qu'eux et qui sont malheureusement maintenant décédés, puisqu'en 52, ma mère avait quel âge en 50? Elle est née en 18. Elle avait 35, 36 ans. Hein. Donc. Ma mère, moi j'ai 86 ans, elle avait 19 ans de plus que moi. Elle aurait 105 ans. Leur premier pas ici Oui. à Montréal, comment ça se passait pour eux avec le travail? Le travail, mes parents avaient de l'argent, suffisamment. Alors il a commencé, je pense, à être avec quelqu'un pour faire des tricots, je sais pas quoi. Mais finalement, ça n'a pas marché. Très vite, ils ont acheté des immeubles. Et ils vivaient de revenus. Ils étaient bien, mes parents. Ils étaient bien financièrement. Est-ce qu'ils ont acheté leur propre maison aussi? Ils ont acheté un duplex par la suite, oui. Ils ont acheté un duplex sur la pelleterie, mais pas les petits duplex, ceux qui ont de l'autre côté. Vous savez, les grands duplex, il y a au coin de la pelleterie et de l'Égaré, il y a des grands duplex, c'était là, ils ont acheté. Vous habitiez là aussi? Je n'ai pas habité là, parce que quand je me suis mariée en 59, ils louaient à Outremont. Ils louaient encore à cette époque-là? Ils étaient loués encore à cette époque. C'est plus tard qu'ils ont acheté le duplex. Et je me rappelle à un certain moment, ma mère avait dit pourquoi vous venez pas louer chez nous, on vous fait un prix. Et en effet, je pense qu'on payait $250 alors qu'ils chargeaient 450 ou $500, ce qui nous a permis d'économiser, d'acheter une maison. Quelles étaient pour vous les choses les plus difficiles à s'adapter ici à Montréal quand vous êtes arrivé? D'abord la ville de Montréal. Montréal, c'est pas Paris. À Paris, vous promenez dans la rue, vous flânez. Tout se passe à l'extérieur. Ici, tout se passe à l'intérieur. Alors donc, je me sentais un peu enfermée. J'avais pas tellement d'amis à l'école, alors j'étais plutôt seule. Et je trouvais pas que c'était une ville gaie. Vous savez, comparé à Paris, je trouvais pas que c'était très gai. Mais disons que ce qui s'est passé, c'est que quand je suis entrée à l'université, là, c'était beaucoup plus agréable. Je me suis fait des amis, j'aimais les études, c'était beaucoup mieux. Mais de l'âge de 13 ans et demi jusqu'à 17 ans, j'ai rencontré des gens, des amis, mais disons, j'étais pas tellement bien. C'est quand je suis allée à l'université que là, j'étais bien. Je me sentais bien. Parce que c'était agréable et puis j'aimais les études. Alors. Comment étaient vos premiers mois, votre première année à l'école Strathcona? Vous arrivez, vous parlez pas vraiment l'anglais. Oui, mais je l'ai appris très vite. Quelle était la réaction des autres qui étaient ici déjà? Ils étaient assez gentils, je dois dire, parce que d'abord il y avait quelqu'un qui parlait français comme moi. Je me rappelle plus son nom, donc je la voyais. Et je dois dire qu'ils étaient gentils, mais j'avais pas tellement en commun avec elle. Vous savez pourquoi? Non. À l'époque, je vous parle pas de maintenant, mais à l'époque, les jeunes filles de 13 ans sortaient avec des garçons dans des dates. Et puis il y avait des danses à l'école. Mais ma mère, elle me laissait pas, moi.
Moi, je portais mes petites jupes plissées bleu marine avec mes soquettes. Voyez-vous, les jeunes filles étaient beaucoup plus... Vous prenez une jeune fille, ben, je vois ma petite fille qui a 13 ans maintenant, ok, sweatpants, on est allé pour un brunch, elle avait ses sweatpants, un sweatshirt, voilà. Vous savez ce que je veux dire? C'était différent. Alors moi, je venais d'un milieu où on sortait pas avec des garçons à 13 ans et où on était habillés comme des petites filles. Alors j'étais un peu en dehors. C'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres immigrants dans votre classe? Non, justement, il y avait que cette fillette-là. Il y en avait deux. Une qui venait de Belgique, très jolie d'ailleurs, si je m'en souviens bien, et une autre, très très belle, et une autre, comme je vous... Oui, excusez-moi. Et une autre dont je me souviens plus du nom, oui, avec qui j'étais bien aussi, et qui parlait français. Donc il y en avait deux, c'est tout. C'est tout. Combien de juifs dans la classe? Il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal. Je peux pas vous dire combien, mais il y en avait pas mal. On habitait Outremont, donc il y a quand même pas mal de juifs à Outremont. Évidemment, les juifs très religieux n'y allaient pas, mais il y avait d'autres qui y allaient. Et j'avais une amie que j'ai encore, mais enfin, elle a déménagé quand elle s'est mariée à Los Angeles. Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps parce qu'elle a perdu son mari, Masha, dont les parents étaient polonais, ils habitaient pas loin, et elle allait aussi à cette école. Il y avait aussi Irène Fragman qui allait à cette école. Donc il y avait, oui, il y avait quelques personnes. Et les autres juifs, est-ce qu'ils étaient aussi des immigrants, juste qui arrivaient, non, qui il y avait, plus tôt, il y en avait qui sont nés ici. Oui, oui. Il y avait beaucoup de juifs, n'oubliez pas, puisque c'était les seules écoles où elles pouvaient aller, les écoles protestantes. À moins d'aller dans une école privée. Non, mais je sais qu'il y avait beaucoup de juifs qui sont allés à Strathcona, c'est pour ça que je demande. Oui, oui. Donc il y avait comme moi des immigrés, et puis il y avait aussi celles qui étaient nées ici. Plus tard dans votre vie, quand vous avez fait des amitiés, est-ce que vous avez fait des amitiés avec des juifs ou des non-juifs, et si juifs, des juifs d'ici ou des juifs qui sont aussi des immigrants? J'ai rarement fait des amitiés avec des juifs d'ici. J'ai fait des amitiés à l'université, j'avais une très bonne amie, Juliette de Gardoni, qui n'était pas juive du tout, et j'en avais une autre qui n'était pas juive. Les juives avec qui j'avais des amitiés, c'était Masha, Irène, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et elles, c'était des immigrés comme moi. Elles étaient très différentes, les juives d'ici. De quelle manière? Comment D'abord, elles étaient maquillées. Elles sortaient avec des garçons, elles allaient dans des dates. Je ne suis pas sortie avec un garçon avant d'aller à l'université, moi. Le premier garçon avec qui je suis sortie, c'était à McGill. J'avais 18 ans. À 13 ans, non. Mais elles, c'était comme ça que les jeunes filles étaient à cette époque. C'était les jeunes filles juives qui étaient comme ça? Oui, oui, oui. Est-ce que vous sentiez quand même, disons, une différence ou de leur part un sentiment de vous êtes différents? Elles étaient pas très, très accueillantes, je dois dire. Elles vivaient dans leur monde à elles. Et nous, les immigrantes, vous savez, et même les juifs qui étaient nés ici, vous savez, quand mes parents sont arrivés à la gare, il y avait une délégation juive qui les a accueillis et tout, mais après, on les a laissés. Je me rappelle ma mère qui était amie, mais enfin, elle s'entendait bien avec une voisine qui était une québécoise, mais avec qui elle pouvait au moins parler. N'oubliez pas, ma mère a dû apprendre l'anglais. Et il y avait des juifs ignorants qui disaient si vous pouvez parler français, c'est que vous n'êtes pas juive. Et les Québécois qui disaient si vous voulez parler français, c'est que vous n'êtes pas juive non plus. Vous savez, c'était en 52, n'oubliez pas. Hein. On a évolué depuis. Et les juifs anglophones ici ont évolué. Et les Québécois ont évolué. Mais à cette époque, non.
où ma mère a entendu dire d'une Québécoise, alors vous devez être une juive catholique, comme vous parlez français. Qu'est-ce que c'est qu'une juive catholique? Je ne sais pas. On aurait dû lui demander. Non, les juifs anglophones n'étaient pas très chaleureux. Hein. Est-ce que vous appartenez, vous ou vos parents, à l'arrivée, est-ce que vous vous êtes trouvé une synagogue ou une communauté à appartenir? Non, mes parents appartenaient aux Amis de France et de Belgique, cette petite communauté qui s'était formée avec des juifs francophones venus où de Belgique et de France. Et il y en avait pas mal. On les retrouve au cimetière maintenant, à Laval. Est-ce qu'ils avaient comme un endroit à se rencontrer? Oui, ils se rencontraient, ils sortaient, oui. Et enfin, finalement, leur cercle social, c'était vraiment cette société. Exactement, oui, tout à fait. Et les garçons avec qui vous sortiez, vous avez dit que la première fois que vous êtes sorti avec un garçon, c'était à l'université à McGill. C'était un juif? Oui, mais américain. Mais c'était important pour vous de sortir avec un juif? Ben, je ne savais pas quand je suis sortie. C'est en parlant. Donc, d'après son nom, probablement, David Bernstein, ça ne peut pas être autrement que juif, avec un nom pareil. Donc, il n'avait pas besoin de me le dire. Et moi non plus. Mais ensuite, j'ai rencontré mon mari, c'est tout. Je ne suis pas sortie juste avec quelqu'un très sérieusement. Mais comme c'était un Américain, et puis bon, il avait l'idée de la femme qui n'était pas la mienne, c'est-à-dire un something you show off, vous savez, vous parquez dans une banlieue, vous show off, comme j'étais assez jolie, alors pourquoi pas, hein. Alors c'était pas du tout mon idée, hein. Alors après, j'ai rencontré mon mari et on a été étonnés qu'on était tous les deux francophones, qu'on venait de France, etc. Et c'est tout, je ne suis pas sortie beaucoup, hein. Comment est-ce que vous avez rencontré votre mari? Eh ben, à l'université. Mais non, excusez-moi, je donnais des cours de français à sa sœur. Parce qu'elle n'était pas très bonne, donc j'allais chez lui donner des cours de français. Ensuite, il est allé à McGill, mais ensuite il a quitté McGill, il est allé à Polytechnique. Mais... Il s'appelle comment? Charles. Charles Starosta. Et lui, il est né où et quand? Pardon? Il est né où et quand? Il est né à Paris. Et quand? Quelle année? En 35. 35. Il est né le 30 décembre 35. Début de 36, si vous voulez. Il a eu 88 ans le 30 décembre. Et lui et sa famille, ils sont arrivés quand au Canada? Ils sont arrivés un an avant nous, je pense. Il est venu avec sa sœur, son frère et ses parents. Est-ce que vous pensez que c'était important pour vous deux de trouver quelqu'un qui venait... On était très heureux de savoir qu'on venait. Et c'est pour ça qu'on a toujours aimé retourner à Paris. Et qu'on passait après notre retraite, on passait 2-3 mois en France, l'été. On allait à Menton chez mon ami, là, et à Paris, voilà. Vous avez combien d'enfants? Nous avons 2 enfants, une fille qui est à Toronto et un fils qui est à Montréal. Et quand les enfants grandissaient, à quel point vous aviez les traditions, le judaïsme, l'appartenance à une communauté? Oui, c'est très intéressant comme question parce que je vais vous dire quelque chose. J'ai voulu que ma fille aille à Marie de France, le collège français. Donc elle y est allée. Et mon mari, quand c'était le temps d'envoyer mon fils à l'école, a dit « écoute, moi je voudrais plutôt qu'il aille à Talmud Torah ». Donc on l'a mis à Talmud Torah. Mais comme nous, on n'était pas très religieux, la première fois que j'ai envoyé mon fils, il était tout petit, à Talmud Torah, qu'est-ce que vous croyez que je lui donne pour le lunch? Un sandwich au jambon. Alors, quelqu'un a partagé son lunch avec lui. Et après, j'ai regretté. J'ai dit à Charles, tu vois Charles, quand on envoie un enfant dans une école comme Talmud Torah, on doit vivre de la même manière. Autrement, l'enfant, il ne va pas comprendre. Alors, on a essayé, mais on ne faisait pas le Shabbat, on n'était pas religieux. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Mes beaux-parents étaient encore moins religieux que mes parents, puisque leurs 2 fils, c'est-à-dire Charles
Et son frère, qui malheureusement est décédé il y a 3 mois, et c'est pour ça qu'il est complètement... ça a été un choc pour lui, il a vécu tout le temps avec son frère. Alors, ils n'ont pas fait leur bar mitzvah. Et vous savez quand est-ce qu'ils l'ont fait? Charles Gilbert, son frère qui est décédé, a fait sa bar mitzvah la première fois qu'il est retourné en Israël, qu'il est allé en Israël. Et Charles a fait sa bar mitzvah quand il est allé avec Sarel. Et nous, d'accord, on ne fait pas le Shabbat, mais comme je vous l'ai expliqué, je fais attention quand c'est Kippour et Yom Kippour, le jeûne. Bon, maintenant je le force à manger parce qu'il a des médicaments, il n'est pas bien, à 88 ans. Et mais moi, je ne fais pas de cuisine. Quand je dis on mange, il n'y a pas de cuisine. On prend un bout de pain, on prend... Vous voyez ce que je veux dire? On essaye les grandes fêtes. Pour Kippour, il allait avec son frère à la synagogue. Là, il va avec son fils, d'accord? Et quand on est à Toronto, on va à Toronto. Là, pour Passover, c'est ma fille maintenant. Moi, je faisais avant Passover, j'avais 25 personnes. Maintenant, c'est fini, je ne peux plus le faire. Donc, c'est ma nièce à Montréal qui le fait, ou ma fille à Toronto. Donc, on est toujours pour les fêtes de Passover. On ne mange pas de pain, il n'y a que du matzès, mais à part ça, je ne vais pas. Par contre, ma fille est beaucoup plus traditionnaliste. Elle fait le Shabbat quand elle vient à l'UJ. Mais vous savez pourquoi elle est traditionnaliste et pourquoi elle est religieuse? Parce que son mari n'est pas juif. Et ses enfants sont très juifs. Parce qu'ils ont été à l'école. Mon petit-fils a donné des cours d'hébreu, voyez-vous, parce que pour elle, c'est une façon de garder la famille. C'est intéressant, n'est-ce pas? Elle, quand elle vient ici, il faut faire le Shabbat. Et votre fils qui est allé à Talmud Torah? Et mon fils, non. Et je pense que c'est à cause du fait que peut-être il a reçu des signaux contradictoires, d'après moi. Mais il va avec son père à la synagogue, avec sa fille, pour le Kippour. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il appartient pas, disons, à la synagogue. Non, pas du tout. Et vous non plus? Vous et Non, votre mari, non? non, mais mon mari est à la... Quelle synagogue il va déjà? Je ne me rappelle plus. À Clarenald, vous savez, la synagogue là-bas. Oui, mais on n'y est pas membre. Il paye sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Qu'est-ce que vous avez étudié à l'université? On n'a pas parlé de ça. D'abord, j'ai commencé à étudier au département d'anglais, les lettres. Et puis ensuite, je suis allée au département de langue et littérature française parce qu'il manquait des étudiants. Et quand le chairman du département, il était ami avec le chairman du département d'anglais, a appris qu'il y avait une étudiante francophone, il est venu me voir et il me dit, vous savez, vous aurez trop de compétition, venez dans mon département. C'est ce que j'ai fait. Et c'est là que j'ai fait une maîtrise et un doctorat en littérature française et que j'ai enseigné à McGill. Et après l'enseignement, vous avez fait quand même quelque chose d'important comme bénévole? Oui. Guide au musée des Beaux-Arts. Pendant longtemps, je crois. Je le fais encore. Je prépare ma prochaine exposition sur Georgia O'Keeffe et un humour. Vous voyez, cette entrevue m'empêche de travailler. Vous avez commencé à être bénévole en quelle année? Il y a 22 ans. 22 ans, wow. J'ai fait de belles expositions. Basquiat, l'impressionnisme, l'expressionnisme, enfin toutes les expositions qu'il y a eu. Oui, les grandes expositions. J'aime beaucoup. Avant qu'on finisse, je veux juste avoir le nom de vos enfants parce que vous n'avez pas mentionné. Ah, excusez-moi. J'ai pas demandé. Oui. Alors, mon fils s'appelle Alain, Élie, son nom hébreu, et ma fille s'appelle Sylvia. Et vous avez combien de petits-enfants? Alors, de petits-enfants, j'en ai 3. J'ai Raphaël, qui est à Guelph, en train de finir une maîtrise en physique. Il étudie les éléments sur la planète Mars, parce qu'il pense qu'on va y aller un jour. Et ensuite, j'ai ma petite fille, Natacha, qui va avoir 23 ans le 25 mars, qui est à Londres et qui a terminé Queen's avec en marketing et finance, qui va rester à Londres 2 ans. Et ensuite, j'ai une petite fille, Lily, celle qui a fait ce projet dont je vous ai parlé, qui va avoir 14 ans le 14 juin. Très bien. Voilà. Une dernière question pour moi. Pourquoi vous avez décidé de faire cette entrevue avec nous? J'en suis très heureuse, mais... Écoutez,
c'est vous qui m'avez dit que des gens comme moi vont bientôt partir. Tout est très fragile pour nous en ce moment, d'accord? Et finalement, si vous avez cru, moi je pensais pas que mon histoire était remarquable, parce que moi pendant la guerre j'ai pas souffert. Je vous ai dit que ma souffrance est venue après la guerre. Moi, pendant la guerre, j'ai été traitée comme une princesse, contrairement à beaucoup de mes amis, comme Denise, dont je vous ai parlé à Toronto, ou d'autres personnes. Donc, je pensais pas que ça pourrait être intéressant, quand vous m'avez dit que ça pouvait l'être. Et je me suis dit, si donc c'est important pour vous, pourquoi est-ce que je refuserais? Mais je crois que c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter? Non, je veux simplement dire que j'ai quand même été, après que mes parents soient partis, je me suis sentie un peu coupable de ne pas avoir été bien avec eux, et je me sens, même maintenant, je culpabilise, voyez-vous, d'avoir à vous dire. J'ai un sentiment de culpabilité d'avoir à vous dire que mon retour à Paris, j'étais pas bien. Je sais pas, je me sens mal, parce que c'est mes parents, et ils m'adoraient, mes parents. Pourquoi je m'en veux, toute cette histoire, je suis en colère un peu, parce que à cause de la guerre, j'ai eu des sentiments négatifs avec mes parents, et ça, c'est quelque chose que je me pardonne pas. Je me pardonne pas ça. Je m'en veux terriblement, même à mon âge, voyez-vous. Et je pense que je me suis rattrapée à la fin, quand ma mère était malade, où j'étais présente pour elle 24 heures sur 24, et que je l'ai retrouvée alors qu'elle n'était pas bien, et qu'elle m'a retrouvée puisque j'étais le seul lien, j'étais la seule personne qu'elle reconnaissait à la fin de sa vie. Quand mon frère est venu la voir, elle a dit « Qui est ce monsieur ?» Mais moi, alors donc, il y a ça. Et je voudrais dire que grâce à mon mari, grâce à mes enfants, j'ai vécu une vie heureuse. Voilà. Merci beaucoup. Merci énormément, Irène. Ça m'a fait plaisir.